Bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence ici et ailleurs en ligne. Sur ce sujet d'actualité, je pense que je vais l'introduire par rapport à une actualité assez récente et une proposition de la Commission européenne en date du 3 juin, il y a 2 semaines presque. La Commission a proposé un cadre de souveraineté du cloud à 4 niveaux, donc on détaillera un petit peu. Le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ici au CEPI à Strasbourg, et que ce matin, une thèse de doctorat a été soutenue dans cette maison, et une thèse qui a pour ambition, grande ambition, de théoriser l'autonomie stratégique comme une maîtrise graduée au service de l'effectivité de nos valeurs. La question est posée aujourd'hui à Bruxelles, par Bruxelles, et donc ce n'est plus une question uniquement académique. Le droit est en train de l'écrire. Alors je précise que ça n'est qu'une proposition et que précisément une proposition, elle est faite pour être discutée, amendée, pour évoluer. Alors je suis très heureux que quelques jours après, ça tombe très bien, que quelques jours après cette proposition de la Commission européenne, nous avions déjà prévu cela et nous ayons aujourd'hui la possibilité de discuter avec, au sein d'une table ronde qui se veut ouverte à la discussion, de parler ensemble de ces sujets. La problématique qu'on a voulu vous proposer et qui peut évoluer au fur et à mesure des réflexions qu'on peut avoir ensemble aujourd'hui, elle serait celle-là. Est-ce que on a une autonomie stratégique dont tout le monde parle, mais peu s'accorde sur ce que recouvre le mot réellement? Est-ce que c'est un mythe juridique qui habille nos dépendances? Ou est-ce que c'est un projet concrètement réalisable? Est-ce qu'on a la capacité réelle de la maîtrise au service de nos valeurs? Pour cette table ronde, je suis très heureux de pouvoir accueillir nos 3 intervenants. Monsieur, alors de ma gauche à la droite, de la droite à la gauche, mais par ordre d'apparition, en fonction de la présentation générale qui sera le premier temps de cette table ronde, Monsieur Philippe Latombe, député de Vendée, rapporteur du rapport d'information de 2021 qui plaidait déjà sur la question de la souveraineté numérique nationale et européenne, et puis plus récemment, et pour faire court, président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2026 sur les dépendances structurelles du numérique, pour faire un intitulé court au véritable intitulé de cette commission d'enquête, avec des auditions qui ont été menées depuis le 10 mars, qui sont désormais clôturées, et avec un rapport qui est attendu pour la fin du mois de juillet. Vous me corrigez si je me trompe. À ma droite, Karine Favreau, qui est professeure de droit public à l'Université de Haute-Alsace, qui est membre du CERDAC, directrice du département de droit. Plus maintenant, ancienne directrice, mais qui restera à la postérité, et toujours responsable du master métier d'administration, voilà. Et qui était, Monsieur Latombe et Karine Favreau, membre du jury de thèse de Florian Deveau, donc je peux vous dire désormais que grâce à cette thèse, il a officiellement le grade de docteur en droit, thèse intitulée « Souveraineté numérique » avec un sous-titre « L'autonomie stratégique pour l'effectivité des valeurs », rien que ça. Et donc, Karine était également présidente du jury de thèse de ce matin. Et à l'extrémité de notre table, je suis très heureux d'accueillir Virginie Zint, maîtresse de conférence, docteur en photonique.
ça m'est un peu étranger. Mais c'est surtout en sa qualité de vice-présidente numérique et simplification organisationnelle de l'Université de Strasbourg que nous sommes heureux de recueillir son témoignage aujourd'hui, puisqu'elle pilote la stratégie numérique de l'établissement Université de Strasbourg. Elle est très engagée sur l'intelligence artificielle, avec peut-être on en parlera, un cluster ENACT, sur la science ouverte, sur l'accessibilité, sur la formation des VP numériques. Madame Zint est vice-présidente numérique de l'Université de Strasbourg, mais je pense qu'elle pourra aussi témoigner de ce qui peut se dire, ce qui revient, et de l'expérience de l'ensemble des vice-présidents numériques de nos universités françaises. Donc, merci beaucoup pour votre présence à nouveau. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Philippe Latombe, vous présidez, j'allais dire vous avez présidé, mais les auditions sont terminées, et la commission existe encore, la commission d'enquête sur les dépendances numériques. De ce que le Parlement voit, est-ce qu'on est dans le mythe ou dans le projet? C'est une question sur laquelle on ne peut pas forcément répondre. Est-ce que c'est vraiment qu'un mythe? Est-ce que c'est vraiment qu'un projet? C'est un chemin entre les deux, parce qu'il y a à la fois une ambition et déjà des réalisations et des choses qui sont en planification. Est-ce que nous avons des dépendances? Oui. Est-ce qu'elles sont structurelles et importantes? Oui. Donc, est-ce que la souveraineté est alors vous l'appelez mythe, mais est-ce que c'est un but à avoir, à obtenir? Oui, très certainement. Est-ce qu'il est lointain? Est-ce qu'il va être facile à obtenir? Clairement, ça va être compliqué, parce que nos dépendances sont structurelles, très importantes, et technologiquement difficiles à reconstruire. Parce que nous avons des briques de compétences très fortes. Mais ces briques de compétences ne sont qu'une partie de la chaîne qui nous intéresse. Par les semi-conducteurs, nous avons là une brique essentielle qui est ASML, mais nous n'avons pas les fonderies, nous n'avons pas un certain nombre de choses qui nous permettent d'être autonomes sur les puces. On voit bien qu'on est obligé d'acheter, notamment pour l'intelligence artificielle, des puces, notamment à des grands fournisseurs américains. Donc, on a des capacités, on a un but. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on se met en chemin et en projet pour y arriver. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que la vision européenne, ça peut être une vision européenne, ça ne peut pas être une vision simplement de pays unique. C'est-à-dire que la France a beaucoup, et on peut s'en féliciter, construit son armée sur la notion d'autonomie stratégique de l'armée, mais c'était faisable dans une période de temps où nous pouvions reconquérir cette souveraineté assez facilement. On pense au nucléaire, on peut penser à un certain nombre d'autres systèmes pour lequel nous étions suffisamment proches du début de ces technologies pour pouvoir, en donnant un grand coup de collier, les réinvestir. Là, c'est beaucoup plus compliqué et ça ne marchera pas pays par pays, il faut que ce soit de façon cohérente au niveau européen. Et c'est là où on a une vraie difficulté, c'est que la vision de l'autonomie stratégique n'est pas forcément la même en fonction des pays. Alors, ça se gomme au fur et à mesure des sorties de Trump et de l'administration américaine. Je redirais, enfin, je le dis tout de suite, mais on en reparlera peut-être, mais Trump n'est pas quelque chose qui sera un épiphénomène. Trump est là, il est dans la continuité de ce qu'a fait Biden, il est dans la continuité de ce qu'il avait fait avant Biden, il est dans la continuité de ce qu'avait fait Obama et même avant. Et donc, le Trump 2 sera remplacé par quelqu'un d'autre qui continuera de façon beaucoup moins vulgaire, de façon totale très certainement, mais continuera sur cette trajectoire. Une trajectoire qui veut quand même que l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine, qu'il faut se sortir du coût que représente l'Europe en termes de coûts militaires pour l'OTAN, etc., mais qu'il faut qu'on conserve, enfin, il faut que les Américains conservent un leadership technologique qui permette d'asseoir leur capacité à avoir une balance extérieure favorable avec les nouvelles technologies. Et donc, nous avons besoin d'aller vers cette autonomie stratégique. Il y a plusieurs leviers. L'Europe commence à avoir un Chips Act, donc a fait un premier effort pour construire une brique, a commencé à vouloir se doter, et vous l'avez dit, d'un programme de stratégie numérique avec une autonomie stratégique. Le Qaïda en est une des briques, mais avec des grosses difficultés. C'est que le Qaïda a été repoussé, par exemple, 3 fois. Il est arrivé le 3 juin, après des atermoiements et des reports, parce que
notamment les Américains avaient beaucoup fait pression pour que le Qaïda ne soit pas publié. Et on voit bien que Trump est arrivé il n'y a pas très longtemps en France, hier soir. La première chose qu'il commence à redire, c'est il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, si vous continuez, je vais remettre des droits de douane. Donc on sent bien qu'il y a une volonté, mais cette volonté est difficile à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que des pays qui aujourd'hui n'étaient pas d'accord avec la France sur le sujet nous rejoignent. L'Allemagne le fait pour des raisons qui leur appartiennent, c'est notamment que en termes d'industrie, l'industrie automobile est très en difficulté en Allemagne, donc ils ont besoin qu'on puisse reconstituer une autonomie stratégique et notamment numérique, avec en plus des forces qu'ils ont avec de l'open source, avec ce genre de choses. Les Hollandais, pour en avoir discuté avec des parlementaires hollandais, ont été très choqués de ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Ça les a touchés dans leur ADN de pays, le fait qu'on puisse couper des services à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un truc chez les Hollandais. C'est pas la question de la technologie, c'est la question de... On a travaillé pour le multilatéralisme pendant des centaines d'années, parce que c'est l'ADN des Hollandais, des Pays-Bas. On arrive à la Cour pénale internationale, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous adhérez pas. C'est dommage que vous adhériez pas quand ils parlent des Américains, mais que vous leur coupiez les services numériques, ça c'est un truc, ça les a profondément choqués. Et ça a fait un shift chez eux de dire il faut qu'on arrive à trouver des outils qui soient indépendants des Américains. Ils n'aiment pas trop les Chinois non plus, donc indépendants des Chinois aussi. Et donc on arrive à avoir un alignement. Maintenant, ça va nécessiter des investissements fabuleux parce que nous sommes très très en retard sur la stack, notamment matérielle, les puces, les constructions de serveurs avec les puces à l'intérieur et la partie logicielle. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on ait des avancées européennes qui vont être un peu compliquées. Moi, je plaide, je l'avais déjà dit en 2021, pour un Small Business Act. Il faut qu'on ait de la commande publique qui aille plutôt vers des entreprises de petite et de moyenne taille, qu'on n'ait pas des grosses ESN qui captent toute la valeur ajoutée et qui ne la rétrocèdent pas ensuite à l'écosystème qui est dessous. Et il faut qu'on ait un Buy European Act, dont on sent les germes dans le Qaïda, mais je ne sais pas encore comment. C'est-à-dire que c'est évoqué, mais on ne nous dit pas comment ça va se passer. La Commission européenne, lors du sommet germano-français, parce que c'était à Berlin, de fin d'année 2025, avait dit qu'à la fin de l'année 2026, il y aurait un projet de règlement sur un Buy European Act. Je ne sais pas si c'est celui qui est compris dans Qaïda encore, on arrive à investiguer cette partie-là, mais on voit bien que quand on fait ce genre de choses, les Américains tout de suite crient en disant c'est du protectionnisme, alors qu'en fait, on fait exactement ce qu'ils font eux de l'autre côté. Donc, on va avoir des réticences, on a quelques pays qui peuvent éventuellement diverger. On va essayer de faire en sorte que tout le monde soit aligné. Les derniers événements au Moyen-Orient nous aident aussi. Donc, ce qui s'est passé au Moyen-Orient et le fait que les Américains décident tout seuls sans nous laisser la moindre discussion montre bien qu'il faut qu'on puisse peser seul sur notre avenir numérique. Et donc, je pense que pour répondre à la question du début, est-ce que c'est un mythe? Non. Est-ce que c'est faisable? Oui, mais à terme, dans très longtemps. Et si on s'y met maintenant et si on se met tous dans le même sens. La vraie difficulté, ça va être de mettre les 27 dans le même attelage. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. D'accord, merci pour ce premier propos. Alors, deux précisions. Le Qaïda, c'est le Cloud and AI Development Act, qui est une proposition de règlement qui fait partie d'un package, je vais essayer de parler français, qui est ce paquet sur la souveraineté technologique européenne. En anglais. Voilà, et donc ce Qaïda, l'adoption serait visée pour fin 2027, mais comme il vient d'être dit, ça s'adresse à des propositions qui sont adressées au Parlement et au Conseil, et donc aux 27. Donc l'adoption, il va encore y avoir discussion sans aucun doute. Et je redis ce que j'ai dit au propos liminaire, on commente un texte en devenir, c'est la version 1 ou la version 0.1 0.1, d'accord. Donc voilà, on ne commente pas un règlement, une loi, c'est un texte en devenir, c'est une proposition qui a enfin été posée sur la table, et puis là on voit les dernières actualités avec des réactions du président américain. Donc c'est maintenant que le débat il compte finalement, parce que là c'est sur la table. Et donc, tout va se jouer, enfin, beaucoup va se jouer à partir de maintenant avec la procédure de trilogue que l'on connaît
en Europe. Je me tourne maintenant vers Karine Favreau. Alors, cela était implicite et allait de soi, mais quand j'ai accueilli nos intervenants, je suis très heureux, je voulais ajouter de manière explicite, je suis très heureux d'avoir d'abord la vision du politique, ensuite celle de la professeure de droit, enseignant-chercheur qui publie sur ces sujets depuis longtemps et qui est une éminente spécialiste connue et reconnue, et puis le côté plus opérationnel, on va dire, de la part de la vice-présidente numérique de l'Université de Strasbourg, qui est une très grande université. Alors, Karine Favreau, tu travailles, on va pas faire semblant de vous voyez comme sur certains plateaux, ça fait quelque temps que tu travailles sur la régulation, sur la cohérence du droit des données, sur le risque, la qualification du risque. Alors, avant d'agir, comme on envisage de le faire, comment est-ce qu'on nomme correctement ce dont on parle? Alors, la question est vaste. Déjà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la méthode légistique de l'Union européenne, elle prend du temps. Et le temps joue contre nous. Et dans le domaine du numérique, le temps joue contre nous. Ce qui veut dire que la gestation d'un règlement et le fait de se mettre d'accord sur un texte définitif, ça peut prendre, comme le RGPD, jusqu'à 4 ans. Et 4 ans, c'est déjà trop pour des enjeux qui sont des enjeux à très court terme. Donc ça, déjà, c'est un point qu'il faut signaler. On est à la version 0.0. 0.1. Ouais. Voilà, 0.1. Moi, je dirais même la version bêta. Et cette version bêta ne peut nous permettre que de faire que des spéculations. On l'a vu sur le règlement IA, jusqu'au dernier moment, on peut avoir des articles qui voient le jour et qui peuvent d'ailleurs modifier la structure du règlement, puisque au fur et à mesure que la nouveauté arrive, le règlement peut changer d'option. Et c'est un peu comme ça que se construit la régulation. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que ça peut se faire à l'échelle de l'Union européenne. C'est d'ailleurs le territoire, à mon avis, pertinent pour réaliser la norme à l'échelle du territoire européen. Mais la grande difficulté, c'est la construction du texte. Et la grande difficulté que l'on a vue, c'est la construction de cette politique européenne des petits pas, on va dire, où on se met d'accord parce que la stratégie, elle part du RGPD et elle continue de se construire, ce qui veut dire qu'on agit par strates successives. Et dans les strates successives, au fur et à mesure qu'apparaissent on va dire des problèmes ou du moins des questions importantes sur la table, eh bien, on va rajouter une brique sans savoir si la précédente ne s'appliquait et en essayant chaque fois de modifier le texte pour aller toujours plus loin. Et avec cette question de temporalité. Donc ça, c'est, à mon avis, le temps joue contre nous et déjà contre des solutions efficaces. Alors ensuite, de quoi parle-t-on? Au-delà de la méthode légistique, quand on parle de souveraineté numérique ou quand on parle d'indépendance stratégique, parce que c'est un mot que je préfère d'ailleurs, le mot souveraineté numérique n'a jamais trop évoqué grand-chose pour moi, parce que, alors, il occupe une part croissante dans le débat public. Je vois mon président d'université qui l'emploie à peu près tous les jours, le mot souveraineté. Et je vois, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté dans le domaine de l'écologie, on parle de souveraineté partout. Et donc, finalement, bien, en fait, c'est un mot qui devient très instrumentalisé, qui prend une part trop croissante dans le débat, mais qui est une notion à la fois tellement polysémique et qui a un sens pour le juriste de droit public que je suis, un sens précis qu'il ne faut pas occulter. Dans le domaine du numérique, ça peut désigner, selon les contextes, la capacité de l'État à protéger les données de ses citoyens, à maîtriser des infrastructures critiques, à préserver son autonomie de décision face à des acteurs privés qui se sont largement globalisés, à se protéger des ingérences présentes avec, bien sûr, des lots de dysfonctionnement, parce que finalement, on ne peut pas non plus des fronts sans que, et en ayant des solutions qui soient totalement compatibles. Alors, aujourd'hui, effectivement, on a cette question-là qui est de savoir comment on nomme, de quoi parle-t-on. D'ailleurs, si on ne parle pas vraiment de souveraineté numérique, mais si on parle d'infrastructures numériques qui seraient critiques ou systémiques, d'infrastructures pour lesquelles il faudrait une autonomie, une maîtrise de la part des États ou de l'Union européenne, encore faut-il savoir de quoi on parle et quelles sont ces infrastructures concernées.
le droit positif connaît déjà des catégories protectrices comme les opérateurs d'importance vitale, on le voit dans le domaine de la défense, des services essentiels ou encore des régimes applicables à la cybersécurité. Mais ces cadres-là sont déjà anciens en fait. Et là, encore une fois, la question qu'on peut se poser sur ces infrastructures qui seraient d'importance pour nous, qui seraient, dont on devrait assurer l'indépendance, de manière vitale, finalement, pour le devenir de nos sociétés, eh bien, ce sont finalement la question qui peut se poser est de savoir si ça résulte à la fois d'une menace visible, c'est-à-dire est-ce qu'on les rend d'importance vitale parce qu'il y a une menace visible, ou est-ce qu'il y a un enchevêtrement progressif de choix techniques, contractuels et économiques qui d'ailleurs correspond à une des majorités des cas, dans lequel on réduit peu à peu l'autonomie politique et là où on pourrait agir pour regagner une forme de maîtrise sur ces infrastructures. Donc on a deux cas, on a des menaces visibles. Ces menaces visibles, c'est bien sûr les attaques qui peuvent être liées à nos données, qui peuvent être liées avec des ingérences étrangères, à la désinformation sur des infrastructures critiques avec bien sûr l'aspiration des données de sécurité. Mais aussi, on a créé des montages contractuels qui sont tellement enchevêtrés avec des nœuds économiques tellement puissants, et bien qu'aujourd'hui, le fait de dénouer tout ça va prendre du temps et de savoir si c'est vraiment nécessaire de dénouer tout ça ou si on peut accepter certaines dépendances. Donc, encore une fois, de quoi est-ce qu'on parle et de quelles infrastructures on parle et est-ce qu'on peut mettre dans le même panier ces infrastructures avec la circulation des données, qui est aussi un des enjeux de l'Union européenne, de garantir cette libre circulation des données. Est-ce qu'on peut mettre aussi dans le même panier les questions de désinformation, tout ce qui porte atteinte à nos démocraties, les questions d'ingérence étrangère qui touchent aussi nos démocraties et qui remettent en cause les processus électoraux. Donc, est-ce qu'on peut vraiment traiter de la même manière tous là qui sont de toute façon entendus dans le cadre de l'autonomie stratégique telle qu'on la conçoit aujourd'hui? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas redéfinir, faire des catégories et envisager de manière un peu plus distributive des solutions, des remèdes, c'est-à-dire poser des obligations et de voir d'ailleurs comment les acteurs réagissent et qui va contrôler ces obligations. Aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui est un peu critique pour nous, c'est qu'on a conçu la régulation dans le domaine du numérique en héritage de la presse, de l'audiovisuel de manière très segmentée. On a besoin d'une régulation globale, mais les enjeux sont tellement importants et partent dans tous les sens qu'aujourd'hui, on a peut-être, et parce qu'on n'a pas les mêmes interlocuteurs en face, on a peut-être intérêt de revoir notre mode de régulation et d'avoir des outils adaptés en fonction des dépendances que l'on peut avoir, que ça soit lié à la donnée ou aux infrastructures. Et donc, la globalité est assez intéressante pour la démarche à suivre, pour la marche à suivre, mais en revanche, le contrôle ne peut se faire que de manière segmentée, me semble-t-il, en fonction de ce que l'on aura mis dans nos priorités nationales ou européennes, en tous les cas. Merci Karine. Je vois que des notes sont prises à ma gauche et que on va rebondir, mais on va garder notre premier temps de la table ronde avec Virginie Zint. Virginie, tu pilotes le numérique d'une grande université comme celle de l'Université de Strasbourg. Alors, vu de cet établissement, mais peut-être des autres collègues vice-présidents numériques des universités, l'autonomie, c'est quoi, on va dire concrètement, à quel prix, quelles sont les difficultés? Déjà, je prix au sens large, pas uniquement pour cette invitation, parce que c'est quand même un sujet sur lequel on s'est fortement penché dans la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment les vice-présidentes et les vice-présidents en charge du numérique dans les différentes universités. Je tiens déjà à préciser aussi que, en fonction de la taille de l'université, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et à l'Université de Strasbourg, on a vraiment la chance d'avoir en support des services qui sont très performants et qui ont été très visionnaires par rapport à beaucoup d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'être déjà dans une certaine autonomie et de pouvoir faire face à certaines
on va dire, certaines choses qui peuvent être problématiques dans d'autres plus petits établissements. Donc ceci peut être une façon de les remercier que de se signaler lors de cette intervention. Et je dirais que cette question, elle est intéressante parce qu'elle est volontairement aussi provocatrice un petit peu, de savoir est-ce que c'est un mythe juridique, c'est un mot qui évite des dépendances ou c'est un projet qui est réalisable. Moi, je pense que l'autonomie stratégique numérique, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pas un mythe, c'est pas quelque chose qu'on atteindra un jour définitivement. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça doit être pour un établissement comme le nôtre, en tout cas, ça doit être une capacité. Ça fait partie des éléments de langage que j'ai retenus de la soutenance de thèse qu'on a pu entendre ce matin. C'est une capacité qui consiste à conserver suffisamment de marge de manœuvre pour choisir ses trajectoires numériques plutôt que de les subir. Moi, je vois plutôt comme il y a une trajectoire, et puis quel est le plan d'action qu'on va mettre en place pour aller vers un objectif qu'on se sera fixé à un moment donné. Et cet objectif aussi, aujourd'hui, on voit bien que de semaine en semaine, voire de jour en jour, l'objectif, il peut quand même évoluer très vite. Donc la trajectoire, il faut aussi être en capacité d'être assez agile sur la trajectoire qu'on souhaite employer. Donc l'université, je rappelle que c'est une institution qui a différentes missions. Hein. Elle doit simultanément, elle doit former, elle doit produire de la recherche, gérer des données qui peuvent être sensibles, assurer un service public, c'est très important, accompagner les transformations de la société et travailler aussi en interaction avec des entreprises qui ont aussi des enjeux qui sont importants d'un point de vue sécurité numérique. Donc une université, ça ne peut pas être quelque chose de totalement indépendant. Et on dépend forcément de matériels qui sont conçus partout dans le monde. On dépend de standards internationaux, de logiciels, de réseaux, de services numériques. Et puis aujourd'hui, on est aussi dépendant de modèles d'intelligence artificielle, notamment d'intelligence artificielle générative. Donc la vraie question n'est pas est-ce qu'on peut supprimer toutes les dépendances, mais la vraie question c'est de savoir quelles dépendances on choisit, quelles dépendances on subit et quelles capacités on doit préserver pour rester maître de nos décisions. Et donc je dirais que dans la volonté d'être autonome, le premier acte de l'autonomie, c'est un acte de lucidité. Et l'acte de lucidité, il doit être présent avant qu'on parle de souveraineté, parce qu'il faut connaître ses dépendances. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la première chose. Avant de décider d'un plan d'action, il faut être en capacité de connaître ses dépendances. Quel type de données on produit, où elles sont stockées, qui peut y accéder, qui maîtrise les infrastructures qui les hébergent, quels seraient les impacts d'une interruption de service, quels seraient les impacts d'un changement brutal de conditions d'utilisation ou de tarification. Conditions d'utilisation, on a eu un bel exemple avec, on nous a coupé l'accès à une certaine intelligence artificielle générative récemment. Donc on voit bien que ça peut arriver. Hein. D'un coup, on trouvait qu'un truc était génial, on essaye de s'y mettre, et puis on nous coupe les accès. Donc on voit que c'est pas de la fiction, c'est vraiment la réalité. Une dépendance, si elle est ignorée, elle va toujours être subie. Et si une dépendance est connue, là, on va être en capacité de la piloter. Donc, à partir du moment où on l'identifie, on va commencer à pouvoir piloter un certain nombre de choses. Et l'un des changements majeurs de ces dernières années, c'est que les dépendances, elles concernent plus seulement les infrastructures ou les logiciels, parce qu'on avait l'habitude de ce type de dépendance, mais aujourd'hui, elles concernent les données. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Et les compétences aussi, parce qu'on a perdu des compétences. Et les modèles d'intelligence artificielle, ça rebat un peu les cartes aussi. Et donc, malgré tout ça, il faut aussi avoir en tête qu'on doit se méfier d'une vision qui est trop binaire, c'est-à-dire qui opposerait la dépendance et la souveraineté. Souvent, j'entends est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Moi, je suis plus dans la nuance, c'est quoi tu veux faire, quel est ton objectif, et après, voilà. Et ça, on n'a pas l'habitude parce que on est dans une communauté où les gens veulent bien faire, et si on leur dit t'as pas le droit de faire ça, personne ne veut pas faire ça. Si t'as le droit de faire ça, tu peux le faire. Et quand on dit là, il faut que tu comprennes ce que tu fais pour savoir
ce que tu peux faire de manière intelligente sans qu'il y ait de données sensibles exposées, ça demande un autre niveau de compétence. Autre point, donc, à l'échelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui nous aide dans l'autonomie vers laquelle on tend à aller, c'est qu'on a l'habitude de construire les choses en mutualisant des outils, en mutualisant des compétences, en mutualisant des êtres humains, voilà. Donc, on dispose déjà d'un écosystème qui est original et qui s'est construit depuis déjà plusieurs décennies, parce qu'il y a quand même dans le sujet du numérique, il y a quand même les communs numériques qui existent depuis très longtemps. Le numérique en commun, c'est des choses qui existent. Donc, il y a un peu cette philosophie de la part des acteurs du numérique de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle de l'open source pour le bien commun. Donc, on ne part pas de nulle part. Et souvent, on ne le rappelle pas assez, en fait. Donc, il y a quand même déjà des choses et une façon de travailler qui est bien présente dans notre milieu et sur lequel on peut capitaliser pour aller vers une belle trajectoire. Je ne sais pas si c'est utile que je cite un certain nombre d'exemples. Je pourrais revenir si des gens ont des questions et veulent que j'illustre plus. Mais ne serait-ce qu'à l'échelle régionale, on travaille avec la Lorraine, on a un data center labellisé, voilà, qui est porté par l'Université de Lorraine, l'Université de Strasbourg. Il y a Renater qui fournit une infrastructure réseau national pour tout le SR. Voilà, c'est déjà des initiatives qui existent, qui montrent qu'on sait travailler ensemble. Et donc ça montre qu'il y a une troisième voie entre l'autarcie et la dépendance totale. Et cette troisième voie, c'est celle de la coopération. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut aller vers l'autonomie, il faut savoir coopérer. Il va falloir choisir avec qui on coopère. Voilà, c'est ce que j'en mettais dans mon fil conducteur. Donc oui, alors si, il y a quand même des choses très importantes qu'il faut rappeler, c'est que l'objectif, quand on parle de numérique, c'est de maîtriser la chaîne de valeur de nos usages. Et partir des besoins des usagers, c'est très important. C'est ce qui va permettre de choisir des modèles, de choisir des infrastructures qui soient bien dimensionnées, de choisir des règles de gouvernance. Donc là, on revient un petit peu vers le côté juridique, de protéger les données. Et puis surtout, il faut penser à bien former les usagers. La littératie numérique, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Il faut être en capacité de conserver les compétences qui permettent de comprendre ce que nous faisons. Et bien souvent, ça, c'est pas forcément à la portée de toutes les universités, parce que on a aussi des contraintes budgétaires. Donc, il faut qu'on puisse mutualiser ou capitaliser sur l'ensemble de l'ESR pour ne laisser personne de côté. Donc, cette question des compétences, elle me paraît essentielle. On parle souvent des infrastructures ou des logiciels, mais on parle beaucoup moins de la capacité des organisations à comprendre leur propre système, et c'est pourtant quelque chose d'important aujourd'hui. Une institution qui ne comprend plus les technologies qu'elle utilise devient progressivement dépendante, pour le coup, et on devient dépendante de ceux qui vont maîtriser donc, ces technologies. Donc l'autonomie stratégique, c'est aussi une question de compétences humaines, on ne peut pas passer à côté. Ça suppose de former, ça suppose de transmettre, de maintenir une expertise interne. On ne peut pas tout déléguer à l'extérieur. Et donc forcément, il y a une question de coût qui se pose à nous. Et on entend souvent dire que la souveraineté, ça coûte cher. C'est vrai, mais bon, en même temps, il faut mettre en opposition aussi ce que ça coûterait de ne pas y aller vers cette souveraineté. Donc, construire des infrastructures, former des équipes, maintenir des compétences, développer des alternatives, demander des investissements. Donc, il faut reconnaître que la dépendance, elle a également un coût. Ça peut coûter en licence, et ça, on le voit aussi. Ces 2 dernières années, il y a des licences qui ont flambé x4, ce qui conduit aussi aujourd'hui des grandes industries à venir nous voir au niveau de l'ESR et nous dire mais comment vous faites, vous, pour ne pas utiliser ces logiciels? Voilà, donc il y a aussi une dynamique qui se crée qui est tout à fait nouvelle. Donc ça peut coûter en licence, ça peut coûter en perte de compétences, ça peut coûter en verrouillage des fournisseurs.
On en a des beaux exemples actuellement. Ça peut coûter en difficulté à faire évoluer les systèmes. Ça peut coûter en perte de capacité de décision. Et la question, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus de savoir si l'autonomie a un coût. La question est de savoir quelle capacité il est stratégique de conserver. Et si on réfléchit en termes de capacité, on pourra faire des choix éclairés. Donc, tout ne peut pas être souverain au même niveau, tout ne nécessite pas le même degré de maîtrise. Et c'est l'un des intérêts du nouveau cadre européen qui a été présenté le 3 juin, justement, par rapport au degré de maîtrise. Donc, il reconnaît que toutes les données n'ont pas la même sensibilité et que toutes les dépendances n'ont pas les mêmes conséquences. Et c'est une approche graduée qui me paraît un peu plus réaliste que les oppositions simplistes entre souverain et non souverain. Et donc, pour conclure, je dirais que l'autonomie stratégique numérique, c'est pas un projet de repli, c'est pas la recherche d'une indépendance absolue, c'est la capacité à rester libre de ses choix. Et pour une université, cette autonomie est au service de ses missions fondamentales, faut pas l'oublier non plus. Produire des connaissances, transmettre des savoirs, garantir les libertés académiques, protéger les données et assurer un service public de qualité. Et donc, l'autonomie stratégique numérique, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen de continuer à décider collectivement de la manière dont le numérique sert nos valeurs, plutôt que d'adapter nos valeurs aux contraintes des technologies que nous utilisons. Voilà, ce sera ma dernière phrase. Merci. La dernière phrase avant la suivante. Merci beaucoup, Virginie. Alors, pour connaître personnellement Karine Favreau et l'avoir lu, je pense que ce témoignage de l'acteur, utilisateur, Oui, sur le côté opérationnel, je pense que Karine Favreau voudra le dire. Alors, oui, je peux rebondir, mais du point de vue de l'université, en réalité, du point de vue de l'université, voire de certains établissements publics qui sont des établissements ouverts où les usagers ont accès finalement aux données qui peuvent être produites par les établissements. C'est le cas des universités, puisqu'ils ont chacun une idée et ils ont donc accès à un certain nombre de données. Et en fait, on voit bien que cette question de dépendance ou cette question, finalement, pour garder la maîtrise de nos données, elle dépend aussi de la conscientisation et c'est un des aspects de la compliance. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. C'est que nos étudiants, par exemple, mais pas que, nos collègues aussi, ils ne savent pas qu'ils manient de la donnée au quotidien, ils n'en ont pas conscience. Ils ne respectent pas les conditions de sécurité. Si on ne les oblige pas, ils ne changent pas leur code d'accès pour leurs adresses mail. Et donc, on est obligé de mettre en place des procédures qui sont des procédures un peu drastiques pour les obliger à avoir ce qu'on appelle une hygiène numérique. Et donc, cette conscientisation, et c'est vraiment aussi le côté compliance, c'est que nous, on est aussi dépendants de la manière dont réagissent nos usagers pour protéger nos infrastructures et nos données. Et ça, il ne faut pas l'occulter, ce n'est pas du tout une question de souveraineté, mais ça fait partie de nos enjeux, qui est de sécuriser nos établissements, parce que ces espaces ouverts sont des espaces de grande vulnérabilité. Et donc, là, on voit bien que la conscientisation et l'éducation, en fait, au numérique, qui sert l'utilisateur, mais sert d'autant plus les usagers dans le cadre des services publics. Ça peut être l'hôpital aussi, puisque l'hôpital fait partie des services qui sont les plus... dont les enjeux de fuite de données sont très importants, puisque ce sont des éléments de vulnérabilité d'un État. Eh bien, on voit bien que cette question-là sur la gestion de l'accès aux données, la circulation des données, qui pourtant est nécessaire, puisque la libre circulation des données, ça fait partie quand même de nos valeurs à l'échelle européenne, alors même qu'on sait que les données sont remplies d'injonctions contradictoires, il faut les protéger, les sécuriser, les partager, les faire circuler, et qu'elles comprennent tout ça dans leur ADN, mais qu'en même temps, eh bien, il faut avoir conscience qu'en partageant ces données, on se rend nous-mêmes vulnérables. Et on n'est pas sur des enjeux de souveraineté, de dépendance stratégique, on est sur des enjeux simplement de fonctionnement normal d'un service public qui est ouvert et qui est ouvert à ses usagers et qui ont accès à des éléments de son fonctionnement. Voilà. Je voulais faire un pas de côté sur ce qui a été dit, mais c'est pas pour le contredire, mais cette question aujourd'hui de souveraineté, c'est une question aussi qui se pose au niveau de la technologie. Et il va falloir qu'on arrive à comprendre que notre droit va devoir évoluer.
parce qu'il est percuté de plein fouet par les avancées technologiques. Plusieurs exemples. Aujourd'hui, la liberté de la presse ne s'applique pas sur les réseaux sociaux de la même façon qu'elle s'appliquait aux journaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ne sont pas des éditeurs. Ils ont un régime juridique à part. La loi pour une république numérique l'avait considéré comme à part. Or, on voit qu'en pratique, ils pourraient l'être et que les algorithmes, quand ils sont avec des biais, ça pourrait ressembler à une ligne éditoriale. Et donc, on pourrait quand même se poser la question. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de pouvoir adapter notre droit à ça. Et si on garde uniquement la version du droit telle qu'on l'a, on risque d'avoir un problème, parce qu'on va faire rentrer des ronds et dans des carrés. Aujourd'hui, il nous pose un problème parce que, dans sa pratique, elle s'affranchit d'un certain nombre de règles de protection que sont le droit à la propriété intellectuelle, que soit le droit d'auteur, que soit éventuellement le droit des affaires, le secret des affaires. Il y a un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, font que notre droit va devoir se réinventer. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument génial pour les praticiens, pour les législateurs, pour tout le monde, mais ça nécessite de changer aussi de façon de penser, parce que ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, le contrôle de l'âge, même s'il a été validé par la Cour de justice de l'Union ce matin, en termes de validation du droit français, oui, c'est vachement bien de dire que les réseaux sociaux, on va considérer qu'à partir de 18 ans, on peut aller voir des sites porno et pas avant. Mais avec un VPN, je fais comment? Et donc, la vraie question, c'est comment est-ce que je fais une législation qui intègre ou pas ce nouvel outil technologique? Et donc, il faut que je repense les choses dans un espace et dans un espace territorial et un espace-temps totalement différent. Et même, c'est très rapide, parce que le RGPD était basé sur le consentement. Et on voit maintenant que le consentement, ça suffit plus. Parce que si on commence à tout mettre en consentement, on a perdu l'essence même du RGPD. Et le pay au consent, c'était ça. Tout ça, c'est ça. Et donc, il va falloir qu'on arrive à réinventer un droit qui soit un droit aussi très pragmatique. Parce que vous l'avez dit, et je suis totalement d'accord avec vous, si on fait des choses totalement déconnectées du fonctionnement normal des gens, ça ne marchera plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cookies, ça ne sert plus à rien parce que tout le monde fait OK. Bon. Donc, en fait, il faut quand même qu'on se pose la question de la philosophie qui était derrière et donc comment est-ce que je dois l'adapter pour protéger, parce que c'était ça mon objectif, protéger le consommateur, mais d'un côté, que le consommateur devienne acteur aussi de sa protection. Et ça, c'est extraordinairement compliqué. Et c'est là où notre droit européen doit évoluer dans sa façon de fonctionner. On a eu cette discussion-là tout à l'heure, de savoir si c'est directive, règlement, et puis même dans le règlement, on a des règlements à adaptation variable en fonction des pays, parce qu'on est sur quelque chose d'extraordinairement mouvant et rapide qui nécessite qu'on y repense. Et derrière, ensuite, il y a le rôle de l'État, il y a plein de choses. La France est très actrice et très moteur là-dessus. Sur les ingérences étrangères, la France est dotée dès 2017 de Viginum, enfin la préfiguration de Viginum puis la mise en place, qui nous est regardée et sur lequel on a une expertise forte, qui fait que la Roumanie est venue nous voir, la Moldavie est venue nous voir parce qu'ils étaient en première ligne. Et que du coup, on avait cette préfiguration, ce pressentiment de quelque chose. Pourtant, ça ne s'adapte pas partout. Et aujourd'hui, on voit que les Allemands n'accepteraient pas le Viginum à la française parce que c'est quelque chose pour un État centralisé, avec un État fort, alors que les Allemands ont plutôt une vision décentralisée et sur lequel l'État fédéral ne peut pas imposer un certain nombre de choses de façon aussi brutale qu'ils le font, brutale entre guillemets, qu'en France. Et donc, si on veut pouvoir atteindre cette autonomie stratégique, alors, je vais reprendre ce qu'a dit le directeur général du CIGREF, lui il dit souveraineté égale autonomie stratégique, c'est l'État. Pour les entreprises et pour les acteurs privés, c'est de la résilience. Bon, très bien. Globalement, on est à peu près d'accord sur les choses, on l'appelle comme on veut, mais si on veut l'atteindre, il va falloir qu'on repense nos outils. Et qu'on repense nos outils, pas simplement vis-à-vis du droit extraterritorial, mais aussi face à l'usage au quotidien. Et face à ce que, en fait, les entreprises de grande taille, américaines ou chinoises, TikTok, on va devoir réinventer notre façon de réguler les réseaux sociaux, parce que TikTok, c'est pas X, totalement différent. Et donc, il va falloir qu'on arrive à y penser. Et ça, c'est compliqué pour un législateur qu'on est. Parce qu'on a l'habitude de tout graver dans le marbre, de réagir à la seconde près, alors qu'on devrait prendre le temps de reculer, on devrait prendre le temps de faire une étude d'impact, sauf que le raccourcissement du temps numérique est aussi un frein. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut légiférer en dur, dans le code, ou est-ce qu'il faut faire du droit souple, et comment est-ce qu'ensuite je transforme le droit souple en code. Et c'est plutôt plus comme ça qu'il fera que mon... Alors, grande question pour tout juriste ou les doctorants dans la salle c'est sur le droit et son effectivité. J'ai pas besoin de poser de questions à Karine Favreau pour la laisser rebondir. Alors,
c'est la grande question. Je vous suis sur tout, c'est-à-dire que le droit du numérique doit être repensé dans sa globalité et doit être mis en cohérence. Et ça, c'est une réalité. On ne peut plus raisonner sur le droit de la presse, qui est particulièrement adaptable, mais ça y est, on est arrivé à la fin d'un système. Mais ça fait très longtemps. Le législateur français a du mal à avoir une approche globale de la législation, c'est-à-dire qu'il possède la réformette, toilettage, et en fait, on change quelques dispositions, mais on rend la loi de moins en moins applicable. Ça, c'est un vrai problème légistique. En ce qui concerne la solution, alors on l'a dit ce matin, quand vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, je suis désolée, mais la régulation des réseaux sociaux et les outils à trouver ne dépendent pas du législateur. En fait, le législateur doit définir la marche à suivre et ensuite, on renvoie au régulateur le soin de déterminer les outils à utiliser pour que ce soit pertinent. Et effectivement, les outils à utiliser ne sont pas les mêmes en fonction du réseau que vous avez en face et c'est tout l'enjeu de la régulation. Et le premier niveau de régulation, c'est de définir les outils, on va dire, ex-ante avec ceux qui sont à la tête des réseaux sociaux pour que les barrières que l'on propose soient pertinentes. Si ça fonctionne, on n'a pas besoin de régulation expose par le juge. Si ça ne fonctionne pas, vous avez un deuxième niveau de régulation qui peut exister. Mais ce premier niveau de régulation, qui est de mettre les acteurs autour de la table et laisser au régulateur, qui est quand même l'expert en la matière, parce que c'est celui qui a plus de légitimité, il a une antériorité, il travaille depuis des années sur cette régulation, et de laisser le choix des outils. On voit bien qu'il y a des initiatives mises en œuvre par les big tech qui sont extrêmement intéressantes, mais qui sont des initiatives isolées et qui ne sont pas du tout, on va dire, théorisées, appropriées par l'ensemble des acteurs du domaine, et notamment ça vaut pour les réseaux sociaux. Donc, la régulation, ça ne relève pas du législateur, mais du régulateur et l'utilisation des réseaux sociaux aussi. Et ça, j'en suis persuadée. Sur le texte droit dur, droit souple, ça, c'est la grande question. Le droit souple, aujourd'hui, ça permet finalement d'avoir, alors déjà de mettre les gens un peu autour de la table quand c'est possible, et quand c'est pas possible, d'essayer d'avoir au moins leurs sentiments pour savoir comment ils réagissent. On voit bien que le droit dur, et on le voit avec le droit de la presse, qui est un droit très prescriptif en réalité, avec des délais en plus extrêmement contraints, mais on voit bien que le droit de la presse, qui est un droit prescriptif, est bien un droit du 19e siècle, il n'y a pas de souci. Et tout simplement parce qu'on a renvoyé au droit dur, bien finalement, la marche à suivre. Or, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça parce que sinon, ça serait totalement obsolète. Aujourd'hui, on a d'autres problèmes sur les réseaux sociaux. On a le problème des robots, des bots. On ne correspond plus nécessairement avec des êtres humains. On a un problème de deepfake, ce qui n'était pas du tout le cas quand sont apparus les réseaux sociaux. Et donc, ces problèmes de communication viciée, de comportements qui sont pas mis à la connaissance de l'utilisateur, ce sont des comportements qui peuvent relever du régulateur parce que lui, il connaît ce phénomène. Et pas du législateur qui, lorsqu'il va les fixer dans le marbre, qu'est-ce que je reproche au législateur européen, c'est de fixer dans le marbre des comportements qui évoluent. Donc, je pense qu'il faut fixer des principes directeurs, mais pas des comportements qui sont amenés à évoluer et donc qui rendent les textes obsolètes. Et ensuite, je trouve qu'à l'échelle européenne, il y a un des aspects qui, moi, m'intéresse de plus en plus et m'interpelle, mais que c'est dans le domaine des politiques publiques, et pas que à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, je prends le soin de former mes étudiants en métier de l'administration, ça, c'est le by design, en fait, c'est-à-dire le fait de réfléchir à tous les enjeux des politiques publiques, c'est-à-dire à tout ce que ça va générer, et pas de voir la politique publique par rapport à un objectif à atteindre, mais de voir les enjeux en termes d'utilisation, d'usage, et de réfléchir à tous les problèmes dès le départ. Donc, le design social, ça intègre aujourd'hui, à mon avis, une démarche qui est une démarche globale et législateur européen, et on voit bien que la privacy by design et la stratégie du design social est déjà intégrée dans ces politiques européennes. Après, il faut qu'elle soit portée, bien sûr, dans les textes et qu'elle soit suivie des faits. Mais je pense que ça, c'est aussi une façon d'avoir une approche globale et de voir arriver les problèmes, ou en tout cas, ça permet en tout cas d'améliorer l'efficacité des dispositifs. Voilà. Je suis d'accord avec vous sur le fait que les régulateurs sont peut-être la solution. À un bémol près. C'est que dans ces cas-là, parce que c'est la différence entre le régulateur et le législateur, le législateur, il a une légitimité démocratique. Il a été élu. Et donc, à un moment, il faudra que les régulateurs
soit quand même soumis à un moment ou à un autre à une sorte d'extrême onction démocratique de vote. Parce qu'aujourd'hui, je le vois dans le cadre de la CNIL, autorité administrative indépendante, on est censé être 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs, nommés par la présidente ou par le président des assemblées, sur les 18 que compose le collège. Donc, c'est pas énorme en termes de légitimité démocratique. Et en plus, c'est une nomination indirecte. Donc, parce que aujourd'hui, ce qui se passe avec l'ARCOM, et on le voit sur les réseaux sociaux, la vraie question, c'est quoi la légitimité aujourd'hui démocratique de l'ARCOM pour réguler ce qui se passe à la télé ou ailleurs? Non, mais c'est la question qui est posée à CNews, à BFM, et aux autres. Il y a eu une petite réponse qui a été apportée. Oui, mais aujourd'hui, et c'est peut-être le gros avantage d'un parlementaire, en tout cas d'un élu, c'est que ce que ressentent nos concitoyens, ils nous l'expriment. Et nous l'expriment de façon très, très forte en disant on peut comprendre que ça soit compliqué, mais il faut qu'il y ait une légitimité. Et cette légitimité, ceux qui sont aujourd'hui à l'ARCOM moyen ne l'ont pas. Et c'est aussi ce que reprochent d'autres pays européens. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver une façon de fonctionner. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais il faut quand même trouver une capacité à fonctionner. Il ne faut pas oublier qu'au départ, vos autorités de régulation ne sont en droit français que des autorités administratives indépendantes et qu'elles sont indépendantes du pouvoir hiérarchique, et c'est tout. Et qu'au départ, on les a mises là pour qu'elles puissent être en capacité de s'adresser aux autorités publiques et donc même prononcer des sanctions à l'égard des autorités publiques et notamment des chaînes publiques pour le CSA au départ. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui en fait des autorités de régulation et si on regarde le fonctionnement des autorités de régulation dans les autres pays, il n'y a pas nécessairement de légitimité démocratique au sens où vous l'entendez. Par contre, il y a des checks and balances qui font que vous avez des régulateurs qui vont très souvent devant le Parlement et qui vont rendre des comptes et pas simplement en déposant un rapport annuel. Donc peut-être que la solution, c'est dans le fait de rendre des comptes ou en tout cas être dans un dialogue avec les parlementaires, ce qui n'est pas aujourd'hui totalement réalisé. Bien sûr qu'il y a le rapport annuel de l'ARCOM, le rapport annuel de la CNIL, que vous pouvez développer une commission parlementaire et interroger d'ailleurs le Parlement et interroger dans le cadre de vos commissions parlementaires l'ARCOM, l'ARCEP, la CNIL, ça ne pose aucun problème. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des échanges et un dialogue qui se fasse avec le législateur. Et quant à ce que je pense sincèrement, et je renvoie au débat sur la haine en ligne, moi, je trouve qu'on ne peut pas, en tant que législateur, faire adopter un texte sur la haine en ligne où on ne définit pas la haine, on est d'accord, et où on sait très bien que c'est voué totalement à l'échec. Et pareil pour les fake news, où on ne sait pas définir les fake news et on en vient à quelque chose d'alambiqué pour aller dans ce sens-là. Donc, la responsabilité du législateur, c'est de déterminer un cadre. Et ensuite, le régulateur le met en œuvre. Mais le législateur, il a une responsabilité démocratique, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Et sur les outils et sur le rôle du régulateur, je pense que ce sont les aspects un peu plus neutres, c'est-à-dire le fait que le régulateur doive des comptes plus régulièrement sur son action, les outils utilisés pour qu'il y ait un lien entre le législateur et le régulateur. C'est une posture. Oui, mais je sens une expression populaire différente, mais voilà. Oui, mais moi, les réseaux sociaux... Avant de relancer, je ne vais pas dire de revenir à notre sujet, du sujet très vaste, mais et puis je regarde l'heure qui tourne. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un point précis sur lequel vous êtes certain de ne pas être d'accord? Moi, très clairement, je pense que le régulateur, il faut qu'il y ait une expression démocratique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'Irlande nous pose un problème en tant que régulateur. Et il n'a pas de responsabilité démocratique. Ça pose un problème. Ensuite, il y a le contrôle du juge. On pourra toujours dire que le contrôle. Mais bien sûr. Bon, voilà, mais c'est pas suffisant. Le juge est un régulateur. C'est le deuxième niveau. Mais c'est pas suffisant. Dans ce cadre-là. C'est minoré. Mais sur le reste, je suis d'accord pour le législateur. Il ne fait pas son job correctement. C'est super. On va rester sur l'accord. Petite question, peut-être question, d'abord pour la table, mais peut-être pour tout le monde, volontairement à la fois provocatrice et naïve, un cloud certifié, souverain, mais qui n'est pas techniquement capable de faire tourner une intelligence artificielle, ça veut dire sérieuse, compétitive. C'est une autonomie, ça, ou c'est une impasse? Ça dépend ce que vous voulez en faire. Enfin,
Oui, c'est Si, ça. si c'est simplement un cloud pour héberger et que vous n'avez pas forcément besoin d'une intelligence artificielle très puissante, ça ne se pose pas de souci. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Là aussi, la question des usages est importante. Mais aujourd'hui, on a la capacité en Europe d'avoir du cloud dit souverain, alors qui n'est pas beau, alors il est ce qu'on veut, mais qui fonctionne avec des IA. Simplement, c'est plus compliqué à faire que quand c'est natif et proposé directement par l'éditeur, mais on est en capacité de le faire. C'est simplement, est-ce que j'ai besoin d'une estafette ou d'une Ferrari? C'est la différence. Aujourd'hui, on a fait basculer le Health Hub, la plateforme des données de santé, vers Scaleway avec la capacité de faire de l'IA. Et de faire de l'IA à partir de modèles différents, que ce soit du Mistral, de l'open source ou même éventuellement des modèles venus d'ailleurs. C'est faisable. On évolue d'ailleurs vers ce genre de choses à Oui. Strasbourg. Oui, c'est ce que. À Strasbourg et ailleurs, parce que Oui, à c'est Strasbourg. mutualisé, et ailleurs. etc. Oui, oui. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place dans de l'enseignement supérieur de la recherche, notamment avec la fédération ILAS, qui on partage en fait des modèles d'inférence à l'échelle d'établissements d'enseignement supérieur pour faire tourner des IA génératives qui sont frugales, sur des data centres qui sont labellisés ou des infrastructures en tout cas qui soient sécurisées. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, qui permettent aussi aux usagers, quand il y a un bon accompagnement, de comprendre aussi comment ça fonctionne, d'avoir aussi du choix pour choisir le modèle de langage qui va apporter satisfaction par rapport à nos besoins. Donc ça, c'est des choses que l'on propose et qui fonctionnent pour un certain type d'usage, notamment administratif, et qui sont mises en place. Et encore une fois, ça fonctionne parce qu'il y a vraiment de la mutualisation, de la coopération au travers des différents acteurs de l'UNICEF. Et vous êtes un bêta-testeur d'ailleurs. Non, je peux témoigner que comme bêta-testeur humble de ce qui va être annoncé par la vice-présidente numérique à l'Université de Strasbourg le 8 juillet prochain, les équipes de la direction du numérique de Strasbourg font un travail exceptionnel qui nous permet de nous dire on a nos données qui restent sur le data center de Strasbourg. On fait tourner, alors il faut dire ce qu'il y a, il y a des IA, il y a des langages, des modèles de langage, pardon, qui sont des modèles de langage open source, donc qui ont un petit train de retard par rapport aux offres commerciales de pointe, on va dire. Il faut en être conscient comme utilisateur. C'est pas exactement la même chose, mais je trouve que c'est déjà énorme. Ça, c'est une avancée, je trouve, pour nous, de se dire que on peut avoir une utilisation de ces modèles sans se dire qu'il faut que j'anonymise le nom d'un tel. Bref, qu'on a les données qui restent chez nous et qu'on a un ensemble d'outils. Vous faites votre pub. Mais on a ces outils qui sont en train d'être déployés à l'université et je souligne ce qui a été dit en collaboration où on se partage des temps de calcul avec les universités, globalement, on partage des modèles, etc. Donc on a ce type de choses qui permettent de développer des outils, alors on les appelle souverains, on les appelle autrement, mais des outils dans lesquels on peut se dire qu'on a confiance parce qu'on sait où sont les données et où on peut se dire, c'est pas parce que l'administration fédérale américaine décide de couper tel ou tel service, non, ça continuera à marcher parce que c'est chez nous et il n'y aura pas d'interruption du fonctionnement de notre administration. On décide de faire d'autres choix, en fait. Oui, c'est ça. Après, parfois, il y a des personnes qui prennent d'autres chemins et qui font d'autres choix. Et bon, il reste quand même la capacité à pouvoir se doter des infrastructures qui puissent héberger ces modèles. Parce que là, on est quand même dans une situation où les terres rares, elles ne sont pas chez nous. Il faut aller les chercher, construire des puces, c'est pareil. Les cartes, tout le monde en veut, on a du mal à en trouver. Donc, on a quand même cette difficulté, mais en même temps, cette difficulté, ça devient une force parce que ça va dans le sens de... On a raison de travailler en coopération et en mutualisation
puisque c'est compliqué pour tout le monde, donc on se réunit pour que ça soit capable, qu'on soit capable de trouver des solutions pour le plus grand nombre. Donc, je trouve que c'est intéressant ça aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Hein. Les gens coopèrent, même s'ils n'avaient pas l'habitude, parce qu'ils sont un peu forcés par une sorte de pénurie. Et je trouve ça intéressant de le voir se réaliser. Et comme dit, je trouve que dans le milieu du numérique de l'ESR, c'est des pratiques qui étaient déjà habituelles. Donc, je trouve qu'on avance vite, même s'il y a des personnes qui pensent qu'on a toujours un train de retard. On n'a pas un si grand train de retard que ça par rapport au modèle d'IA qui sortent pour le grand public. En général, on attend 3-4 mois et on a le modèle open source et les 3-4 mois dans nos échelles, c'est honnête quand même. Si on arrive à l'intégrer tout de suite. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais pour de l'usage, on va dire, pour des fonctions, on va dire, comment dire, qui sont je parle pas de recherche de pointe, hein, mais sur de l'administratif, des fonctions bureautiques, des choses. On perd pas en compétitivité de devoir attendre quelques mois pour pouvoir disposer d'une solution qui nous permette de rester le plus autonome possible. Les entreprises sont à peu près dans cet esprit-là. Enfin, ouais. J'en vois de plus en plus qui aujourd'hui, c'est moins la question de la donnée, parce qu'ils ont réussi à faire des cartographies de données, c'est à peu près où est-ce qu'ils ont émergé. Et très honnêtement, je pense que les progrès en termes de chiffrement, le chiffrement homomorphique, la capacité d'avatariser, va déplacer le problème sur la question de la donnée vers la question de est-ce que je suis en capacité technique de pouvoir les stocker, de pouvoir les traiter. Et donc, comment est-ce que j'arrive à avoir du serveur avec des puces, comment est-ce que j'arrive à récupérer éventuellement et recycler des ordinateurs pour pouvoir les remettre en état, en capacité de travailler. Les entreprises se posent la même question, en fait. Et c'est là où il peut y avoir des partenariats intéressants entre l'université et les entreprises, parce qu'il y a la question de l'empreinte écologique, il y a la question de la disponibilité, de la coopération en termes de disponibilité, et il y a la question de où est mon intérêt à moi à utiliser des modèles d'IA qui sont les plus récents, alors même que mon management, mon organisation ne me permet pas de les mettre en place. On a de plus en plus d'entreprises qui nous disent moi j'ai voulu prendre le dernier modèle, enfin je ne sais pas quoi en faire, et je suis en fait en train de bricoler un truc pour faire plaisir au COMEX, alors que les équipes ne sont pas du tout utilisées. Mais d'un côté, si je ne mets pas d'IA à l'IA utile, je vais avoir du shadow IA partout dans mon entreprise. Et là, par contre, les données, je me pose la question de où est-ce qu'elles filent. Et ça, aujourd'hui, c'est cette question-là qui est fort qu'on travaille. Et je pense que le partenariat académique, pratique avec les entreprises est absolument nécessaire. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Hein. Il y a aussi beaucoup d'appels à projets européens sur les partenariats publics-privés qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on avance. Et on va pouvoir observer un certain nombre de résultats dans les prochains mois. Alors, dans ma première question que je te posais, Virginie, c'était à quel prix? Mais là, on est sur un exemple concret et très actuel pour l'université. C'est la question de la montée en charge, parce que là, aujourd'hui, on a des outils qui sont en voie qui sont en développement, mais qui fonctionnent, on a testé très bien. Mais ensuite, à combien de personnes on peut les ouvrir? Et si j'ai bien compris, vous me corrigerez si je me trompe, c'est pas une question de prix financier. C'est que si on veut acheter des GPU, il y en a pas, même si on a l'argent. Donc, il y a c'est aussi une dimension qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas uniquement une question financière. Si j'ai bien oui, alors il y a un petit peu une pénurie sur certains modèles de GPU qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc, on fait aussi des tests avec d'autres types de GPU, donc ça aussi c'est intéressant. Donc, il y a des choses qui vont arriver, mais c'est le temps pour fabriquer les GPU, il est incompressible. Donc, à un moment donné, si tout le monde veut quelque chose qui n'est pas encore fabriqué et qu'il faut un temps pour fabriquer, il y a un petit boulot d'étranglement et il faut attendre que le temps y passe. D'où les 3 mois, finalement, parce que c'est grave par rapport à la production de ce qu'il nous faut comme infrastructure pour réussir à faire tourner les modèles. Donc, il y a cette difficulté qu'on ne peut pas nier, qui est présente aujourd'hui. Mais on essaye aussi de trouver des solutions à ce problème en mutualisant les infrastructures, c'est-à-dire en partageant, on fait des connexions
avec d'autres centres de calcul, d'autres data centres, d'autres universités. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et par exemple, quand on a besoin, sinon on n'a plus de ressources, on va aller chercher chez le voisin. Et inversement. Et tout est sécurisé en termes de voyage des données. Hein. Mais c'est une façon aussi de pallier à cette pénurie. C'est-à-dire qu'on mutualise du matériel pour qu'il soit le plus utilisé par tout le monde. Et là, on sera vraiment en pénurie quand même en mutualisant, on n'arrive plus. Mais voilà. En tout cas, on essaye de trouver des solutions. À chaque fois qu'on on identifie un problème, on apporte des solutions. Pour l'instant, ça ne permet pas de faire bénéficier à tout le monde. On est en train de connecter les choses. Il y a de l'argent qui arrive aussi de la part de l'État pour tout se connecte. En tout cas, on ne reste pas comme ça à attendre. Ce que je trouve important de préciser, c'est qu'on n'est plus dans la sidération. Là, aujourd'hui, ça y est, tout le monde est en train de se mettre en route pour trouver des solutions à tout ce qu'on identifie comme problème. Et on arrive à identifier les problèmes au plus tôt. Et ça, c'est quand même... il y a un an, on n'en était pas là. Quoi. Il y a un an, c'était encore qu'est-ce qu'on fait, on attend. Là, aujourd'hui, on est quand même... Tout le monde est en action. Ouais, je partage l'idée qu'il faille mutualiser, mais il n'empêche que même en mutualisant, le token, il a un coût. Et donc, on a un coût qui est un coût énergétique, on a un coût matériel, et on a la question ensuite de l'usage et de comment est-ce que voilà, c'est pour ça qu'on avait auditionné, nous, en commission spéciale, en commission d'enquête, Arthur Mensch, pour qu'il nous explique comment est-ce que, aujourd'hui, on a un coût de token. Oui. Et ce coût de token, il faut essayer de le minimiser au maximum par différents moyens, mais il a quand même un coût. Et énergétiquement, il y a quand même un coût à ces data centres, même si on essaie de les... Alors, c'est la bonne approche, enfin, c'est une des bonnes approches, c'est d'essayer de les décentraliser le plus possible, et de répartir et de mettre une élasticité entre. Mais ça nécessite du coup des investissements. Ça tombe bien, la France est en capacité de le faire. Mais là, il ne faut pas qu'on raisonne que français. Il faut qu'on arrive aussi à faire en sorte que les universités européennes se connectent entre elles. Et là, nos réseaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Le réseau en Allemagne, il n'est pas du tout le même que celui que nous avons en France. On n'a pas de la fibre partout en Allemagne. Dans certains pays, c'est encore plus compliqué. Or, on a besoin de cette interconnexion parce que les besoins de calcul, labo par labo, UFR par UFR, sont différents, à des moments différents, à des puissances différentes. Et c'est la vraie difficulté qu'on a là-dessus, c'est de trouver aussi une harmonisation européenne sur un prix de token, sur une capacité à travailler ensemble. Oui. Et ça, c'est super compliqué. C'est pour ça que l'Europe met beaucoup d'argent sur le sujet. Et qu'il faut qu'on arrive à la fois sérier les problèmes avec la partie des composants, mais aussi, dans un premier temps, à offrir des capacités de calcul. Malheureusement, c'est ça la vraie question, comment est-ce qu'on fait pour avoir des data centres qui permettent d'avoir de la puissance de calcul suffisante pour rester compétitif sur les modèles? Parce qu'à un moment ou à un autre, et c'est ce que nous apprend ce qui se passe avec les Américains récemment, nous n'aurons peut-être plus de modèles open source disponibles, alors qui ne sont pas tout à fait open source, qui sont open weight et open code, mais la vraie difficulté, c'est que peut-être qu'on n'aura plus ça, parce qu'il y a aussi des entreprises américaines ou chinoises qui vont avoir besoin de monétiser leurs produits. Et ça, vu les milliards qu'on a investis dedans, la monétisation, elle va être compliquée. Ouais. Et donc, ils ne vont peut-être pas forcément donner du modèle open source systématiquement. Ou alors, ça c'est le vrai risque, c'est que le modèle open source soit un modèle open source chinois en réaction à un modèle fermé américain. Et on est sur une fragmentation de l'IA aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est le vrai risque. C'est qu'on ait du modèle fermé américain qui sont obligés d'acheter. Et parce que les Chinois ont la possibilité d'investir assez fort pour faire de la distillation, ils nous donnent des modèles open source, dont on va dépendre et qui seront dans une réflexion à la chinoise et avec une captation de données derrière sans que forcément on sache. Et ça va être de plus en plus compliqué à gérer. Je crois qu'on a les bonnes bases pour une question, pour un débat ouvert avec la salle, même si j'ai encore quelques questions provocatrices, mais c'est l'actualité qui est provocatrice elle-même, finalement. Donc, il y a un certain Florian Deveau, je crois, qui a envie de parler sur ces questions. En attendant. Je crois que là, le micro ne va pas marcher tout de suite parce que les systèmes ne le trouvent pas. Alors, Florian, si tu peux te rapprocher de
du micro ici. Merci. C'est pas grave, Émilie, laisse tomber le micro. Ok. Voilà, on devrait m'entendre. Merci beaucoup pour vos échanges. J'avais effectivement quelques questions. Alors moi aussi un peu provocateur, des questions un peu provocatrices, mais pour Madame Favreau d'abord, je veux pas remettre une pièce dans le débat, mais cependant, est-ce que Madame Favreau, qui était présidente du jury de thèse de Monsieur De Vos. Alors je ne parle pas de notre débat, mais de celui. En droit, donc le registre c'est la même journée, mais le registre est peut-être différent. On a inversé. Alors je parle surtout du débat entre vous et Philippe Latombe. Et c'est pas pour remettre une pièce, mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous ne pensez pas que le droit souple soit trop mou quand vous parlez du droit souple? Mon sujet, en fait, est de dire la compliance by design, très bien. Moi, j'ai beaucoup exercé comme compliance manager, DPO, consultant, etc. Et c'est vrai qu'on cache beaucoup de choses sous le tapis quand même. Quelque part. Souvent, quand on exerce un peu ces fonctions, ça permet d'être beaucoup plus aux commandes, effectivement, de la compliance. Quand on fait les analyses de risque, une analyse de risque, finalement, c'est assez subjectif. C'est une histoire d'interprétation du risque. C'est nous qui définissons, c'est nous qui acceptons ou pas les risques résiduels. Donc c'est provocateur volontairement, mais ma question, c'est ça la première question en tout cas. Est-ce que le droit souple n'est pas trop mou? Première question. Et le deuxième point, sur les régulateurs qui sont experts, comme vous rappeliez, n'y a-t-il pas cependant un manque de contrôle? C'est une question. Je prends l'exemple des autorités de régulation des données à caractère personnel. Je pose la question, mais ça pourrait être pareil pour tout ce qui est concurrence. Est-ce que quand on est sur ce type de fonctionnement de régulation, est-ce qu'on n'a pas cette dérive, même si j'entends qu'il y a une deuxième échelon, une deuxième possibilité de régulation qui est les juridictions, mais encore faut-il que les citoyens s'en saisissent quand ils sont potentiellement déjà refusés par un premier niveau. Et enfin, une question peut-être si vous avez le temps sur l'omnibus de simplification, savoir un peu votre avis. En novembre 2025, donc il y a eu ça qui est arrivé. On ne sait pas trop si ça va affaiblir les droits, les garanties, ou au contraire, est-ce que ça rejoint un peu la logique que vous aviez tout à l'heure quand vous parliez d'adapter aux réalités d'aujourd'hui? Je vais commencer par la troisième question. En fait, vous faites une critique de la régulation, une critique des contrôles, mais ce qui est légitime, hein, j'entends, en disant que finalement on est au milieu du gué, et en réalité, les textes ont prescrit un certain nombre d'obligations, et on voit bien que sur le terrain, ces obligations ne sont pas faciles à mettre en œuvre, voire carrément impossibles à mettre en œuvre selon les textes. Donc, bien sûr que Omnibus, il y a une volonté de simplification, mais moi, c'est pas ce que je retiens. C'est que parfois, il y a aussi une volonté de faire des accommodements raisonnables par rapport à ce qui peut être mis en œuvre ou pas, et donc de revoir pour adapter la pratique et à ce qui est légitimement attendu, et au regard, par exemple, d'un certain nombre d'acteurs. Pour le Data Act, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des textes, mais pour avoir travaillé sur le Data Act, je trouve que, et le Data Governance Act, je trouve que c'est assez compliqué d'adapter ce texte-là et de regarder les déséquilibres qu'il peut y avoir entre les acteurs pour pouvoir essayer de rééquilibrer en donnant des autorisations pour utiliser des données à caractère non personnel, dès lors que ça dépend d'objets connectés. Et vous avez des acteurs qui, en réalité, souffrent d'un déséquilibre, mais qui ne sont pas armés pour utiliser leurs données. Et j'ai pas mal travaillé sur les données agricoles, les pesticides, pour tout vous dire. Et donc, là, je me rends compte que moi, intellectuellement, j'avais vraiment envie d'appliquer ces textes-là. Et puis, au fur et à mesure que je me heurtais à la pratique, je me disais, mais à quel acteur je vais l'appliquer? Et comment est-ce que je vais l'appliquer? C'est hyper intéressant, c'est très séduisant dans la manière dont c'est conçu. Mais finalement, il y a très, très peu de cas d'école sur lesquels on peut appliquer ces textes. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, plutôt que d'avancer dans cette logique-là, de faire des accommodements raisonnables pour voir comment est-ce qu'on peut rassembler les textes, comment est-ce qu'on peut les appliquer, ça permet déjà d'avoir un droit un peu plus épuré, alors que là, on a eu une inflation législative européenne qui est dans la stratégie des petits pas, mais qui rend certains textes et d'où la question de la cohérence des données d'ailleurs, mais de la cohérence des textes. Il faut trouver des points d'ancrage dans ces textes pour essayer d'avoir cette cohérence-là. Bon. Donc, Omnibus, je trouve que ça
c'est qu'on est au milieu du gué, on a des textes difficiles à appliquer, voilà. Alors, ensuite, pour reprendre votre première question sur l'analyse de risque, en fait, je pense qu'il y a, alors pas un dysfonctionnement, mais avant de faire, enfin pas en même temps que j'ai fait du droit du numérique, j'ai commencé par faire du droit des risques industriels. Et donc là, j'ai vu comment fonctionnaient les analyses de risque réalisées par les industriels, comment les services de la préfecture faisaient leur contrôle et sur quel type d'analyse de risque ils faisaient leur contrôle. Et quand je regarde comment ça fonctionne, je me dis que les méthodes utilisées pour les analyses de risque ne sont pas des méthodes définies par les entreprises, ce sont des méthodes définies par l'État ou en tout cas par le contrôleur. Okay, c'est-à-dire celui qui intervient derrière et qui va voir si l'analyse de risque est bien réalisée. Et si vous n'utilisez pas la bonne méthode, ben en fait, vous êtes retoqué, vous recommencez, parce que le contrôle est permanent. Ce qui se passe en matière de numérique, c'est que les analyses de risque, ou en tout cas les méthodes et outils pour aller vers des analyses de risque, ne sont pas des méthodes qui sont toutes clairement définies. Et effectivement, ce qui est critiquable, c'est qu'on laisse aux acteurs, et on croit que les acteurs, ils font ça tout seuls dans leur coin. Mais dans tous les autres domaines, ce qui n'est pas faux, hein, mais dans tous les autres domaines, ils font ça également aux acteurs. Ce ne sont plus les inspecteurs de l'État parce que ça coûte trop cher pour l'État qui vont réaliser ces contrôles-là, et puis parce que ça leur donne une responsabilité trop importante. On part du principe que ce sont les acteurs qui connaissent bien leur système et qui peuvent réaliser la meilleure analyse de risque. En revanche, il faut qu'on leur impose des méthodes et outils. Et ils doivent les utiliser. Et tant qu'on n'arrivera pas à contrôler, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le même niveau d'expertise que le même niveau de contrôle, c'est-à-dire l'expertise de l'entreprise qui va avec le niveau du contrôleur, eh bien, on n'arrivera pas à avoir des rapports équilibrés. On y arrive en matière d'analyse de risque dans le domaine des risques industriels, parce qu'on est sur des sphères techniques. Là, vous avez aussi du risque qui touche le comportement humain, donc vous avez des questions différentes qui s'y attellent. Et puis, vous avez le législateur, ou en tout cas même le régulateur, n'a pas encore saisi toutes les infrastructures de choix, enfin toutes les architectures de choix, en tout cas, selon les infrastructures. Et donc, comme il n'y a pas une maîtrise de l'ensemble de tous les maillons de la chaîne, et qu'on a focalisé sur quelques segments, eh bien, il manque des briques pour pouvoir proposer les méthodes et outils, et il manque les contrôleurs. Et je crois que c'est ça. C'est pas qu'une question de droit. C'est pas, moi, je ramène pas ça à la norme. Je ramène ça, en fait, à des aspects très pratiques. J'ai vu comment ça se passait dans d'autres domaines, dans la sphère technique, hein, sur des risques industriels, sur des entreprises pétrochimiques et autres. Je vois comment ça se passe, et ça n'a strictement rien à voir de comment c'est vécu dans le domaine du numérique. Et donc, je crois que la principale difficulté, c'est que tant qu'on n'aura pas de méthodes éprouvées, qu'on oblige, enfin, qui sont des méthodes que les big tech, en fait, toutes les entreprises de la tech doivent utiliser, eh bien, on n'aura pas une analyse de risque qui sera pertinente. Voilà. Et évidemment, quand vous avez la CNIL qui propose un outil pour les risques qui sont liés aux données personnelles, puis après un outil, et puis un outil, non, en fait, l'analyse de risque, elle est globale. Et quand vous faites une véritable analyse de risque, vous en avez pour des mois, et puis vous avez des volumes de résultats qui sont extrêmement importants. Et donc, il faut avoir le contrôleur en face qui soit en capacité de les contrôler aussi. Donc, pour moi, c'est ça, la principale difficulté. Et j'ai oublié peut-être, oui. Non, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est aussi pour ça qu'on se pose la question de la norme privée, mais c'est même aussi la norme publique. L'ISO 27001, par exemple, pour l'ensemble de pays européens, c'est devenu la base de NIS 2, en disant la base de la compliance pour une entreprise ou pour une organisation, si elle est déjà 27001, il y a une présomption de conformité. Ça suffit pas en tout, mais le gros avantage, c'est que cette norme-là est une norme permanente. Ouais, c'est aussi pour ça que cette New Cloud a été édictée par l'ANSSI, une norme qui n'est pas simplement une case à cocher, mais qui intègre des critères de gouvernance et qui peut être évalué, réévalué, etc., d'abord par l'ANSSI, mais surtout sur lequel il y a une évaluation qui peut être faite par des entreprises spécialisées. C'est pas l'ANSSI qui labellise totalement tout le monde. Si à la fin, mais il y a des prestataires intermédiaires qui font l'analyse de chacune des briques et qui peuvent réintervenir sur chacune des briques. Et ça, aujourd'hui, on a ce problème-là dans le numérique, ce qui n'est pas dans l'industrie. L'industrie a adopté ces normes ISO depuis des années. Donc, ils ont l'habitude de travailler avec. Dans la plupart des entreprises du numérique, elles étaient petites au départ et donc elles n'avaient pas envie de rentrer là-dedans parce que c'était compliqué et puis il n'y avait pas vraiment de normes qui leur correspondaient. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive à faire une norme qui soit une norme
communes qui permettent de s'assurer du socle minimal. Et ça, on commence à y arriver avec 27001, SecNumCloud et UCS 2V paramètres au niveau européen. Et ça pose derrière d'autres vraies questions. Je passe là en numérique, c'est que la norme ISO, par exemple, c'est pas une norme européenne en tant que telle. Et donc, on a un problème d'applicabilité du droit en termes d'extraterritorialité, plein de choses. Mais on devrait pouvoir y arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait pouvoir faire un copier-coller. Bon. Mais voilà, on a là une question de norme, et je suis d'accord avec vous, tant qu'on n'aura pas de norme applicable, on aura du mal à avoir des contrôleurs qui pourront tout regarder, parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Surtout que la plupart du temps, ils délèguent. Et puis l'État n'a plus les moyens, en fait. La CNIL, 80% de son temps, c'est l'avis donné sur des règlements ou des décrets issus de l'État. Le 20% de temps du reste, c'est un peu d'éducation dans les collèges et dans les lycées sur ce que c'est que la donnée personnelle auprès des voilà. Et de plus en plus, parce qu'il faut les éduquer, justement, parce qu'on a un petit problème d'éducation sur ces sujets-là, et que l'éducation nationale ne sait pas le faire. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est pas son... Voilà. Et le deuxième, c'est quand même de mettre des sanctions. Mais des sanctions qui sont sur des volumes qui sont très faibles. Il ne faut pas comparer la CNIL française à l'Espagne, parce que la CNIL française, elle date de 78. La CNIL espagnole, elle date du RGPD, et sa mission, c'est uniquement focus sur le contrôle. Voilà. Et donc, on a des appréciations un peu différentes. Et c'est tout ça la difficulté. Enfin, un bon DPO, et vous le savez, il est obligé le matin de se loguer sur Curia pour voir quelles sont les décisions de la Cour de justice de l'Union. Il faut qu'il se logue sur le Conseil d'État pour savoir quelles sont les décisions de la CNIL qui sont contestées, qui vont arriver. Et il faut qu'il se logue sur le site de la CNIL pour savoir s'il n'y a pas un nouveau framework, un nouveau référentiel, cadre, qui a été publié. Et la CNIL a l'avantage de publier un peu à l'avance. Le référentiel sur la cyber, publié en 2025 pour les contrôles de début 2026, c'est fait avec un espace-temps qui est relativement long. Et c'est ça qui est la difficulté pour le contrôle. Oui. D'ailleurs, l'emploi de DPO est inspiré des risques industriels. Vous avez l'équivalent, qui est un préventeur et qui fait exactement ce travail-là de veille, parce que il y a bien une certification, mais cette certification est aujourd'hui contestée, parce que la certification, ça pose la question du certificateur. Et donc, c'est un autre débat, qui est certificateur et de quelle manière on peut compter sur cette certification. Donc ça, c'est des questions purement RSE, en revanche, notamment dans les enjeux environnementaux. Mais c'est clair que cette veille que fait le DPO, et d'ailleurs le statut juridique du DPO, est totalement inspiré du statut des préventeurs sécurité dans les entreprises industrielles. C'est exactement le même rôle, en fait. Et avec, le DPO, il est assez... il a quelques petits problèmes, c'est que justement, il n'a pas ses règles fixes, il n'a pas ses normes. Et donc, en fait, quand il s'adresse au COMEX, ah oui, mais t'es sûr? Bah oui, mais c'est mon analyse de la décision de la Cour de justice. Et donc, c'est pour ça qu'on en a plein qui sont en dépression. Et c'est parce que, en fait, ils pensent vraiment bien faire, ils font une analyse, ils la présentent au COMEX, le COMEX dit, bah oui, mais peut-être qu'en fait, non. Et en plus, la Cour de justice, de temps en temps, fait des revirements. Et donc, il y a toujours le COMEX qui fait, tu nous avais dit un truc il y a 1 an et demi, on a tout mis en place, et maintenant, il faut tout qu'on refasse parce que la CJUE a dit l'inverse, et que maintenant, des données personnelles ne sont plus des données personnelles si elles ont été anonymisées correctement et que la personne n'a pas... Voilà. C'est ce qu'on observe à l'échelle de l'institution. On a ce besoin de règles et de normes pour pouvoir prendre les bonnes directions. Parce que sinon, on ne sait pas sur quoi s'appuyer pour avancer, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Sinon, c'est aussi difficile de mobiliser les équipes, si on ne sait pas où aller. Nous avons Madame Favreau qui a une question à poser. On a une autre Madame Favreau avec une orthographe différente. Oui, c'est une vendéenne en fait au départ. Voilà. Il y a eu un force chez les Favreau. C'est ça, en force. Je sais qu'Amélie Favreau avait des questions, au moins une remarque, et je sais aussi qu'elle a un train à prendre. Donc, oui, c'est très gentil, mais je veux pas. En fait, je trouve ces échanges passionnants. Et c'est extrêmement stimulant pour moi en tant que juriste en droit du numérique, et c'est à nouveau un point commun avec Karine, on est 2 Favreau en droit du numérique. Mais pour moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a autour.
C'est-à-dire aujourd'hui, on a la parole du scientifique, on a la parole du politique. Peut-être il faudrait se poser, vous avez rappelé l'audition d'Arthur Munch qui nous a bien éclairé sur les aspects économiques et combien ça coûte et combien l'État est prêt à investir à un moment donné pour répondre à ces questions de souveraineté numérique. Donc ces questions économiques, est-ce qu'elles doivent pas être traitées au même moment ou au moins qu'il s'agisse à notre petite échelle d'université ou à l'échelle de l'État ou à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, aujourd'hui, on souffre, et tu le sais, Karine, de la parole du scientifique dans la société. Et j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous, Virginie, mais c'est un gros point. Et on a notre petit débat d'experts aujourd'hui, on se fait plaisir, c'est génial, hein, c'est hyper stimulant. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, on relaie ces discussions-là dans la société pour qu'elles soient comprises, qu'on soit entendu et qu'on puisse permettre d'avoir des citoyens éclairés sur ces sujets pour qu'ils puissent prendre part à des débats. Et on a la chance d'avoir un représentant de l'Assemblée nationale avec nous aujourd'hui. Il me semble que voilà, ça fait partie des problématiques qui sont liées à la souveraineté numérique à ce sujet-là. Pour être très clair, c'est une des vraies questions qu'on a. Et puis vous l'avez vu, malheureusement, l'Assemblée, c'est devenu une Assemblée TikTok. On fait des prises de position en 2 minutes chrono et on les met sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, on est vraiment dans quelque chose qui... C'est aussi pour ça qu'on a voulu, sur les 2 commissions que j'ai présidées, j'ai voulu, avec l'accord du bureau, d'abord, que les 2 commissions soient totalement transpartisanes, ce qui est quand même nouveau et c'est assez particulier. Et on a fait un vote unanime dans les 2 cas sur le côté transpartisan. J'ai voulu que les auditions soient systématiquement publiques et qu'elles restent sur le site de l'Assemblée pour pas simplement retranscrites ou qu'il y ait un compte-rendu, mais qu'on ait les verbatims et qu'on ait les personnes qui viennent nous dire les choses. Et moi, j'ai senti que ça avait apporté des choses. L'audition d'Arthur Munch, elle était hyper médiatisée parce que c'est le vrai problème, c'est qu'on était 4, alors forcément, ça n'aide pas. Donc, on nous le reproche. Il y a des explications, mais n'empêche que c'est vrai qu'on n'était pas suffisamment nombreux. Mais ce qu'il a dit, il l'a dit, il ne pourra pas dire qu'il ne l'avait pas dit. Même chose pour le patron d'Annecy. Même chose pour la patronne d'Orange. Même chose pour le patron de Capgemini. L'idée, c'est pas, en tout cas, on est dans une commission d'enquête, c'est pas la commission d'enquête comme pour le parti audiovisuel. L'idée, c'est pas mettre en accusation. C'est de comprendre ce qui se passe. Et de comprendre où sont nos dépendances, où sont nos faiblesses, où sont nos vulnérabilités, et de dire, par exemple, le patron de Capgemini, ce qui est bizarre, c'est que systématiquement, vous proposez du Microsoft. Pourquoi? Ce qui leur sort de son audition, il l'a fait de façon honnête, c'est nous sommes aujourd'hui, mes équipes sont taillées pour faire du Microsoft parce qu'on a toujours travaillé avec eux, qu'on a passé les certificats les uns après les autres, et que naturellement, un peu comme on l'a avec des étudiants dans l'université, naturellement, puisqu'ils utilisent Microsoft quasiment tout le temps, on va proposer du Microsoft. Parce qu'en termes de CRM, donc de relations clients, c'est systématiquement du Salesforce, et que Salesforce, ça marche vachement bien avec AWS, et donc on est là pour implémenter des solutions que les entreprises nous demandent, et donc on dépend aussi de ce que nous demandent nos clients. C'est quelque chose que nous, politiques, il va falloir qu'on arrive à combattre, en disant qu'il y a une certaine agnosticité qu'il faut avoir à un moment. Où est-ce qu'on la met? Est-ce que ça se traduit par un cadre de recommandation ou un cadre législatif ou une autre forme de coercition? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le faire. Ça va être notre rôle. Mais c'est pour ça que cette éducation, on ne peut la faire que par de l'oral et utiliser les codes. Mais si je dois prendre l'audition d'Arthur Munch et la couper en petits morceaux de 2 minutes, forcément, je ne vais pas avoir cette parole scientifique que je vous reproche. Il y a un raisonnement scientifique, si je le coupe en tronçons, c'est pas pour ça que je vais pouvoir l'avoir. Et donc, la vraie difficulté, c'est comment est-ce que j'attire les gens sur ces 2 éditions de cette taille-là. Non, mais je pense qu'en fait, c'est notre rôle, peut-être, d'académique, à un moment donné, de travailler avec plus le dialogue science-société. Pas forcément... le travail que vous faites de publicité des débats est essentiel, mais c'est à nous après à le relayer avec nos jeunes, nos étudiants, avec des débats ouverts à la société ici, dans l'université. C'est le cadre du savoir. Ou dans des cafés ou autres, pour ça. Essayer aussi d'expliquer, en tous les cas, la prise de parole des experts et la prise de parole publique. De toute façon, c'est une question qui se pose de plus en plus, parce que comme vous l'avez dit, Assemblée à TikTok, donc mais c'est terrible, non, mais ça. même sur les réseaux sociaux, tout est diffusé.
Et donc, derrière, on voit bien qu'il y a des collègues qui essaient de faire des commentaires, d'essayer de rapatrier certains débats au sein même de la science ou à l'université. Mais c'est pas simple. Et à la limite, je me demande si c'est notre rôle aussi d'intervenir à chaud là-dessus. Moi, je me dis que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui doit être travaillé à la fois pour les scientifiques, pour tous les experts. Et on n'a pas à s'autoriser une légitimité. Enfin, moi, je ne m'autorise pas de commenter des auditions, par exemple, parce que je trouve que c'est pas mon rôle. Mais en revanche, je veux bien écrire un article et je vais prendre le temps de le faire, parce que là, je trouve que c'est mon rôle et je veux bien aller dans un café et décoder, parce que c'est mon rôle. Mais voilà, et ça resitue le débat. Et d'ailleurs, je me disais qu'aujourd'hui, si on est écouté par des personnes non expertes, c'est très compliqué aussi, parce qu'on a quand même, on charbonne un peu, malgré tout. Et je ne sais pas si on ne voit pas aussi un peu les enjeux pour le grand public. Par exemple, dans le débat présidentiel qui va arriver, l'IA va être limitée à des prises de parole qui vont durer 2 minutes, parce que l'interview politique est faite pour des questions un peu polémiques, un peu réponses, et donc on n'a pas le temps de développer une structure de raisonnement qui permet d'expliquer ce qu'on fait de l'IA dans la fonction publique, tout en disant que du coup, il va y avoir des changements dans la fonction publique, mais que ça peut générer des avantages aussi pour les fonctionnaires, que ça pas simplement une validation de fonctionnaires en disant que je l'ai remplacé par du LLM. Non, mais, et en fait, on va se concentrer là-dessus, ce qui est dommage. Et je ne sais pas comment faire aujourd'hui, parce que des formats de longue durée, ça passe plus. Il faut travailler les réseaux. Oui, juste pour apporter des éléments de réponse à vos questions, c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui est relation à la société, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il y a les actions de médiation qui sont peut-être pas aussi suffisamment valorisées dans nos métiers. Quand on fait de la médiation scientifique, il y a l'UNRIA qui propose vraiment des choses très intéressantes en termes d'actions de médiation sur les questions numériques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis les cafés IA, je pense que ça entre autres, les cafés IA. Ça permet aussi d'apporter la parole du scientifique au grand public. Et par contre, ce que je trouve quand même assez triste aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont définies comme étant experts de l'IA, alors qu'ils n'ont aucune expertise, et ils ont quand même pignon sur rue, on leur laisse des grandes tribunes sur les plateaux télé et dans les journaux, avec beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas éprouvées scientifiquement. Et là, je trouve ça dommage, quoi, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont un bel aura, qui savent bien parler, qui savent aussi créer la polémique, et du coup qui sont écoutés, et forcément, c'est pas forcément eux qu'il faudrait entendre. Et d'ailleurs, sur la question de l'IA et de l'administration, ça pose un autre débat, c'est que derrière chaque agent de l'administration, vous avez un citoyen. Et c'est clair que c'est en tant que citoyen que vous allez l'interpeller, et aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de l'interpeller comme citoyen, parce que lui aussi, il a besoin d'être formé, il a besoin de comprendre, et on a bien vu que dans l'administration, vous n'arrivez pas à mettre en place les outils à la vitesse à laquelle ils arrivent. Il y a une acculturation qui est énorme, en fait. On ne s'en rend même pas compte, mais il y a une acculturation à tous les outils, à la démarche qui prend un temps qui est largement supérieur à la vitesse à laquelle les outils arrivent chez nous, en fait. Non, mais la vraie difficulté, c'est qu'en plus, le politique a travesti le message. Et ça, je me mets dedans, mais j'espère le moins possible, mais on a fait des annonces d'implémentation d'IA dans l'administration depuis 3 ans, où on en parle en long, en large, en travers. Je pense à Albert, le pauvre Albert, il est né et 15 jours après, il est mort. Parce qu'il n'a pas survécu. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer des annonces d'aujourd'hui en marge de Vivatech par le Premier ministre, à part le fait que ChatVision va remplacer Palantir, ce qui est chouette. Mais est-ce que, du coup, on a vraiment un plan de charge? Comment ça va fonctionner? Alors, pour une fois, il y a une forme de structuration, je pense, derrière, avec la DINUM et avec Ariane et avec la DITP, mais on a fait beaucoup de promesses à tout le monde sur l'IA depuis des années, et on les a oubliées après. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça? C'est quand même quand les gens en ont la transcription concrète. Et puis, très clairement, on a des briques qu'il faut absolument implémenter, qui peuvent être agnostiques, on arrive à le faire en open source. C'est typiquement la barre de recherche avec de l'IA à l'intérieur. On doit pouvoir le faire avec du Quant, avec d'autres solutions, ce qu'a pris la Commission européenne. On a la question de la retranscription des réunions, où là, on en a besoin, parce que si on ne donne pas aux salariés ou aux fonctionnaires, ils vont le faire avec leurs propres outils, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, donc il faut qu'on arrive à l'intégrer en termes de briques.
La partie traduction, pour éventuellement faire de la diffusion, ça peut quand même se faire aussi de façon intelligente. Et ensuite, pour le reste, il faut avoir un projet avec une forme d'accompagnement au changement. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit de plaquer de l'IA, ça va fonctionner tout seul. Non, il y a un accompagnement au changement. En management, il y a un accompagnement au changement, une forme de swing du changement, où il y a une phase de déception, de déceptivité qu'il faut contrôler et ensuite pour montrer les bénéfices. Et ça, aujourd'hui, on l'a totalement oublié. Le politique a dit, je claque des doigts, je mets de l'IA, ça a marché tout seul. On n'est plus chez Walt Disney, ça marche pas comme ça. Ça dépend. Non, mais justement, par rapport à l'accompagnement au changement, c'est un petit peu le pari qu'on a fait à l'université, c'est justement peut-être prendre un peu plus de temps qu'ailleurs, mais c'est pas de lui donner les outils comme ça, c'est vraiment prendre le temps aussi d'accompagner, d'identifier quels sont les usages, quels sont les besoins, pour pouvoir apporter les solutions les mieux adaptées. Et force est de constater que c'est la direction à prendre. La littératie numérique, la littératie IA, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Donc, là, effectivement, si l'État peut renforcer sur ces actions, c'est une bonne chose. Par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui, est-ce que j'ai bien lu que ils allaient ouvrir un outil, mais pour 10 000 personnels? Alors, si c'est dimensionné à 10 000, je me dis, est-ce que mes sources sont fiables? On va prendre un peu de... Aujourd'hui, 16 juin 2026. Aujourd'hui, 16 juin 2026, ce matin, pendant que nous étions en jury 13, il y a eu des annonces, donc j'ai pas le temps de totalement les regarder. Mais oui, j'ai cru comprendre ça, mais est-ce que c'est une préfiguration? C'est ça. Un délai, je sais pas, il faut qu'on rentre dans le détail. Mais on a cette vraie question. Enfin, j'ai un peu l'impression de me retrouver, pour plein d'autres sujets, c'est un peu comme ça avec l'État. Avec l'IA, j'ai un peu l'impression que c'est la PlayStation 5. Mon voisin a une PlayStation, il a la 5, ben je l'avais aussi. Je n'ai toujours pas joué à la PlayStation 3, mais j'ai besoin de la 5. Ben non, il y a des gens qui ont besoin du dernier modèle. Clairement, j'en connais quelques-uns, des chercheurs à Pasteur, vous leur donnez le dernier modèle parce que c'est absolument nécessaire. Voilà. Pour d'autres, on a besoin, ce que je disais tout à l'heure pour le cloud, on a besoin d'une estafette. On a besoin d'un truc qui fonctionne bien et qui délivre. Bon. Bah, tout ça, ça se calibre, ça se pilote, ça se gère. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de survendre l'IA soit dans un domaine de danger, c'est scandaleux, c'est un danger. Et donc, on a la vraie question, c'est une vraie question de la protection des données personnelles, des différents secrets, de la propriété intellectuelle, etc. Et on y offre une réponse législative qui dit qu'il y a une présomption d'utilisation. Dès qu'il y a un élément dans l'IA qui recrache que c'est éventuellement un bouquin qui a été écrit par monsieur machin, c'est pas si simple que ça. Et donc la question de la nuance se pose. Et de l'autre côté, il y a les gens qui sont BA sur l'IA qui disent on va mettre de l'IA partout, ça va remplacer tout, tout va aller très bien. Ben non, c'est pas si simple. Et quand on regarde les études, quand on prend des médecins associés à l'IA, ben de temps en temps, il y a une amélioration et au bout d'un certain temps, il y a une baisse de compétences. À partir de quand il y a la baisse de compétences? Comment? Il faut le mesurer, il faut prendre un peu de recul, on ne sait pas trop le faire. Ça passe pas dans le débat public. C'est pas méchant, mais chez moi, Madame Michaud, elle a besoin un peu d'une réponse en disant ça marche ou ça marche pas, je prends ou je prends pas, on me le donne ou on me le donne pas. Et parce qu'on l'a habitué à ça en fait. Et aujourd'hui, ce débat public sur la nuance, on a quand même du mal à l'avoir en 2 minutes 30 chrono. Quoi. Alors sur le débat public, le député fait un espèce de mea culpa de la part de la parole politique, à la TikTok, etc. Mais bon, il y a la sphère médiatique qui est au milieu. Bon, on n'a pas de journaliste pour en parler, alors on va s'en tenir là. Je veux me faire l'écho de ce qui est dit dans le chat de nos discussions et monsieur Karl Haus qui approuve Madame Favreau, alors je sais plus laquelle, hein, mais qui nous dit qu'elle a bien raison, vous avez raison, cher collègue, l'université doit sortir de ses amphis, et les professeurs resteraient sinon inaudibles, et l'université doit aller dans la cité. Ça fait partie des programmes et des projets politiques de l'université de Strasbourg, au moins. Je connais surtout mon employeur qui est l'université de Strasbourg, et avec un échange avec Caroline Zorn, qui ne doit pas être très loin d'ici, mais qui est en ligne, qui en tant qu'ancienne vice-présidente numérique de l'Eurométropole a tenu un lieu qui s'appelle le Shadok, qui est très important à Strasbourg, et qui fait partie de ces tiers-lieux qui sont avec lesquels beaucoup de monde travaille, heureusement, qui fait partie de ces lieux importants pour la culture du plus grand nombre. Et donc, voilà. Et il y a une autre remarque de M. Haus à destination de M. le député. Je
ferai passer la question, mais c'est très politique et c'est pas la question du jour. Il y avait une autre remarque de Caroline Zorn, mais ça nous fait revenir sur une question précédente à propos du PIA de la CNIL, le modèle de PIA de la CNIL. Je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus ou rebondir sur quelque chose qu'on avait un peu interrompu avec Florian. Virginie. Moi, je voulais juste préciser aussi une chose, parce qu'on est tellement dans le numérique, à vouloir partout, qu'il y a vraiment les questions liées à la cybersécurité. On a en tête qu'il faut se sécuriser, mais il y a beaucoup d'administrations aujourd'hui qui n'ont pas encore travaillé sur le plan de continuité d'activité et le plan de d'activité. Et je pense que là, il y a vraiment, avant de se dire on veut mettre du numérique partout, il faut déjà se poser la question, si le numérique tombe, comment on continue à travailler, quoi. Quand on a une mission de service public, ça c'est un enjeu qui est fort aujourd'hui. Et j'en profite. En fait, c'est résilience qu'on n'a pas transposé, mais c'est résilience. PCA, PRA sont intégrés dedans avec des niveaux qui sont exigés différemment pour les entités importantes, essentielles, critiques. Voilà. Et oui, on n'a pas besoin forcément de mettre de l'IA partout. Ce que je veux dire, c'est qu'à la CNIL, je m'occupe cette année d'un bac à sable sur la silver economy, dans lequel on incube 4 entreprises. On a eu des propositions d'entreprises qui voulaient rentrer, qui voulaient absolument mettre des caméras partout dans toutes les chambres d'EHPAD en nous disant ça permettra de voir si les personnes sont maltraitées, ça permettra de savoir si elles sont tombées, pas tombées. Oui, on a d'autres dispositifs moins intrusifs qu'une caméra qui va surveiller quelqu'un pendant 24 heures sur 24 dans une chambre d'EHPAD, dont on sait en plus que la mobilité est assez réduite et nous sortir de la chambre, c'est compliqué. Donc pour les chutes, on a la possibilité d'avoir des montres qui sont avec des accéléromètres et on sait si la personne est passée de debout à coucher, on peut faire des choses. On n'est pas obligé d'avoir des caméras partout et de mettre de l'IA, la surcouche algorithmique de partout. Et donc oui, ces questions-là nécessitent, en plus, on aura une question de ressources. À un moment, ça consomme de la ressource parce que ça consomme du calcul et donc même si on est très producteur d'énergie décarbonée, à un moment, il faudra quand même qu'on se pose la question de l'utilisation de ces ressources. Alors Florian, une petite question. Oui, c'est assez rapide, je vois le temps effectivement qui file. Pour la remarque sur le PIA, je pense que c'était par rapport à nos échanges sur la méthodologie. Je précisais également, on parlait d'ISO tout à l'heure, il y a ISO 27005 également sur les analyses de risque, c'est important, et BioCRM en France. Donc il existe des méthodes pour le coup vraiment, mais effectivement après, est-ce qu'elles sont toutes appliquées? Question rapide pour vous, monsieur le député. Vous parliez tout à l'heure d'Henri Dagrin, là, le président du CIGREF que vous avez auditionné. Il y a une doctrine, je crois, récente qu'ils ont publiée également pour exprimer ce que vous disiez sur le fait que la souveraineté, c'est les États. Ils considèrent que les entreprises, on ne devrait pas parler de souveraineté, effectivement, ils parlent plutôt de résilience. On peut plutôt être d'accord avec ça. Après, est-ce que ce que j'entends aussi quand il est auditionné, c'est qu'il dit que les entreprises, les grandes entreprises qu'il représente, ne bougeront pas s'il n'y a pas de gain de productivité au fond pour eux ou de compétitivité. Je trouvais ça très centré sur leurs besoins à eux, mais il y a aussi des usagers, des gens. Et donc, il y a le sujet, en tout cas en ce qui concerne le choix de solutions souveraines, des valeurs, des dépendances dont on parle. Parce qu'on parle beaucoup aussi du public, de la commande publique, etc. Mais est-ce que les grandes entreprises privées aussi ne devraient pas, au regard de ce que ça représente aussi sur le marché, qui est largement majeur, est-ce qu'elles ne devraient pas être contraintes à un moment donné, elles aussi, sur ces sujets? Je dis contraintes parce qu'on entend que, sauf s'il n'y a pas de productivité et compétitivité, elles ne bougeraient pas, donc ça peut paraître un peu choquant. Et c'est peut-être lié au swing du changement que vous évoquiez tout à l'heure. C'est toujours difficile de changer les habitudes, mais peut-être à un moment donné, ne faut-il pas l'imposer. Et deuxième question rapide sur l'actualité, peut-être si vous pouvez commenter le kill switch, en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente, de ce qui vient de se passer il y a quelques jours sur le modèle Claude Fable 5. On est sur une table ronde mythe ou réalité. Alors j'ai envie de vous poser la question, c'est un mythe ou une réalité ce kill switch? Alors, première question, rapidement, et ça mériterait un débat complet, mais les entreprises nous disent deux choses. La première, effectivement, vous avez raison, tant que ça n'apportera rien, ou en tout cas en termes de productivité, je ne le ferai pas. C'est à moduler en fonction aussi de leur dépendance. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui avaient du VMware se sont posé la question de basculer sur autre chose que VMware ou pas.
Et ça, c'est en fonction de l'état d'intégration de leur DSI. Donc, pour l'instant, ils ont continué à payer le VMware. D'autres ont fait le choix de basculer sur autre chose. Et là, c'était l'anticipation aussi qu'ils en avaient de ce que ça va continuer et de combien ça nous coûte. Ça, c'est le premier point. Donc, oui, il faut qu'ils aient un avantage pour le faire. Ils ne le feront pas simplement, uniquement pour la beauté du geste. Soit c'est une question de dépendance. Si on me le coupe, je suis mort, qu'est-ce que je fais? Soit ça va me coûter très cher à l'avenir et donc j'ai intérêt à m'en débarrasser le plus vite possible. Et est-ce que ça me rapporte quelque chose de faire ce changement maintenant? Parce que j'avais déjà engagé d'autres changements dans ma DSI et donc je ne suis pas en capacité de gérer les projets en même temps. Et donc, il y a une question de gestion de projet. Et puis, il y a une question d'exemplarité aussi de l'État. Parce qu'on ne peut pas dire aux grandes entreprises, vous devez fonctionner comme ça, alors que l'État même ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut trouver cet équilibre, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant que l'État dise, je ne vais plus prendre Palantir, je vais prendre une solution qui est une solution de chez Chaps, parce que du traitement de données hétérogènes, des grandes entreprises vont en avoir besoin. Et l'expertise que Chaps et la publicité que Chaps va avoir dans les jours qui viennent va faire que peut-être des entreprises, au lieu de prendre du Palantir, vont aller prendre des solutions de chez Chaps en disant, au moins celui-là, on ne va pas me le couper, d'autant que Palantir est issu du fonds de la CIA, donc peut-être que bon. Donc il y a cette question d'exemplarité. Mais effectivement, vous l'avez dit, le CIVAP nous dit, c'est 95% de la masse. Et donc l'effet d'entraînement de l'État, elle est assez importante si jamais il réussit le truc. La vraie question, c'est est-ce que l'État est en capacité de tout basculer sur souverain pour des bonnes raisons. Voilà. Mais il y a une volonté de l'État, et donc je pense que les grandes entreprises ont bougé. Surtout qu'elles ont eu peur, les grandes entreprises, et elles ont toujours peur de ce qui s'est passé aux États-Unis, et donc elles sont inquiètes. Et ce qui s'est passé là ce week-end avec Fable 5 et Mythos 5, c'est là où je suis un peu gêné. Il y a un kill switch, mais il n'y a pas que ça. Le premier problème, c'est que les deux outils sont suffisamment puissants pour que ça soit gênant s'ils n'ont pas de garde-fous. Or, AWS a réussi à démontrer qu'il pouvait dépasser les garde-fous et transformer Fable 5 en enlevant tous les garde-fous pour en faire une entité, j'allais dire, de détection de failles et d'attaque. Et donc, les États-Unis ont réagi en disant il y a un risque, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense qu'il y a deux choses dans l'esprit des Américains. Il y a le premier, c'était quand même de punir Anthropic, parce qu'Anthropic est quand même en conflit avec le gouvernement fédéral américain depuis plusieurs mois sur l'utilisation de ces modèles. Et donc, c'était aussi un moyen de lui mettre une petite tape à la Gibbs derrière la tête en disant tu m'as embêté il y a quelques mois, regarde ce qui va se passer. Tu n'auras plus accès à un autre marché que l'américain. Et donc, il va falloir que tu viennes me dire bonjour pour que ça puisse fonctionner. Et le deuxième, il y a quand même une volonté des Américains de ne pas avoir un outil qui bascule partout et qui soit le plus containerisé possible à leur service. On avait déjà vu que la version précédente de Mythos, qui avait été réservée à un consortium d'entreprises américaines, et les Européens n'y avaient eu accès qu'après. Et encore pas toutes les entités, essentiellement d'abord des entités du type ANSI, et aussi des entreprises bancaires, parce que les Américains ont bien compris que si on touchait au domaine bancaire en Europe, eux aussi allaient souffrir. Mais par contre, ils ne l'ont pas proposé immédiatement à Airbus. Et je ne suis pas sûr qu'Airbus ait eu accès de façon officielle tout de suite. Voilà. Et donc, Mythos, si c'est en plus entre les mains des services américains, permettrait de découvrir des failles, de pouvoir essayer de les exploiter avant. Voilà. Donc, il y a un mélange des deux. Il y a une façon de punir Anthropic, une façon de punir ou de garder un avantage compétitif aux États-Unis face à l'Europe notamment, et d'éviter que ça aille chez les Chinois, qui est l'ennemi juré. Donc, c'est une sorte de mélange de ces choses-là. Maintenant, ça montre bien. Ça a une seule conséquence, c'est qu'il faut que nous développions nos propres modèles, parce que le jour où ils auront décidé de ne plus rien nous fournir, ils ne nous fourniront plus rien. Et si on n'est pas en capacité de créer ces outils identiques, et là, c'est un peu comme la dissuasion, méchant, mais c'est comme ça. S'ils ont l'outil, il faut qu'on ait en face la même chose, parce que c'est à la fois une arme d'attaque et une arme de défense. Si on n'a pas un outil européen qui permet de contrer Mythos 5 ou Fable 5 sans les protections, eh ben on va exposer nos systèmes à des vulnérabilités qui seront exploitées à un moment ou à un autre. Et donc, il faut qu'on les voit et il faut qu'on les patche. Donc, c'est une course à l'armement, en fait. D'où l'intérêt d'avoir des spécialistes et pas que simplement une grosse boîte qui s'appelle Mistral, mais aussi des petites entreprises qui sont en capacité de se spécialiser ou de spécialiser sur des domaines de systèmes d'information très particuliers et qu'on puisse ensuite utiliser en assemblant les briques. Voilà, c'est mon avis à chaud de ce qui s'est passé ce week-end. Pardon, excusez-moi, mais ça va dans le sens aussi de garantir pour l'utilisateur plusieurs offres et liberté de choix et d'aller vers des modèles qui soient
de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier d'une certaine manière et d'avoir plusieurs modèles qui pourraient être utilisés et donc de ne pas dépendre aussi. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Après, je ne sais pas si c'est ce que vous avez en tête. Si, entre autres. Mais l'idée, c'est quand même de pas déporter le lieu de pouvoir, mais avoir finalement la possibilité d'avoir plusieurs modèles qui pourraient être utilisés et de ne pas se priver d'un modèle pour des raisons politiques, en réalité. Et autre truc, mais ça c'est vraiment dans la philosophie aussi, c'est la vraie question, c'est si on a un modèle ultra puissant, ultra dominant, le propriétaire de ce modèle, je ne parle pas des États, peut aussi avoir des ambitions qui sont des ambitions non démocratiques. On l'a déjà vu avec le manifesto de l'ancien patron de Palantir. On a une vision libertariste très particulière, on a une vision de l'homme augmenté très différente de ce qu'on peut avoir. Et ça fait le lien avec la discussion sur les valeurs. Et donc, si on n'a pas la capacité de jouer le contrepoint, ça ne marchera pas. Dans ce que moi j'en perçois de ce week-end, Anthropique ayant une vision plutôt justement centrée sur l'être humain et un peu en contradiction avec ce que propose la tech californienne en ce moment, on les punit aussi pour ça. Seven aussi. Punis pour leurs valeurs. C'est un peu ça. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un choix parmi les offres qui soient des justes solutions aux besoins des usagers. Parce que c'est un peu comme aujourd'hui, si on veut aller chez son boulanger de quartier qui est artisan, ou alors aller dans une maison de boulangerie industrielle. Enfin, voilà. C'est bien d'avoir du choix aussi, parce que derrière, il n'y a pas les mêmes conséquences d'un point de vue consommation de ressources. À un bémol près, je suis le RSSI de Société Générale ou de BNP. Ouais. Et il me faut le dernier outil pour être sûr d'avoir passé l'intégralité de ma DSI et de mon système d'information au crible, pour pas qu'il y ait des failles démesurées qui, un, pourraient me coûter moi à la banque beaucoup, deux, engendrer un risque systémique. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai une forme de responsabilité un peu indirecte sur laquelle, si je ne le fais pas et je n'ai pas le dernier modèle, j'ai un vrai problème. Mais là, vous n'avez pas de liberté de choix. Non. Là, dès lors, les conditions de sécurité font que vous n'avez pas la liberté de choix. Et en réalité, tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence en termes de sécurité. Et donc, aujourd'hui, et là, je pense qu'il y a une acculturation à la liberté de choix parce qu'on est sur des modèles dominants. Et de toute façon, on a du mal à se dire qu'on pourrait être dans une société où on a le choix d'avoir un modèle qui soit adapté à nos besoins et pas sur des conditions. Mais je suis d'accord avec vous sur la banque, vous êtes dans un niveau de sécurité qui exige un modèle qui soit peut-être le dernier qui arrive sur le marché pour éviter des failles. Mais ça, je l'entends. Mais il me semble que cette liberté de choix, elle pourrait ne pas déporter le pouvoir d'un acteur dominant vers un autre acteur dominant. J'aimerais bien. Non, mais j'ai pas bien. Je pense que c'est ce qu'on doit viser. Je pense que techniquement, on est en capacité d'y arriver et l'IA peut nous y aider aussi. C'est important aussi d'avoir des modèles qui ne soient pas trop gourmands, parce qu'il y a quand même des impacts derrière en termes d'infrastructure qui ne sont pas négligeables. C'est pour ça que je mets la cyber un peu à part. Oui. Voilà, sur l'usage de la transcription de réunion, oui, pas de sujet. Sur la cyber, j'ai quand même, on a une vraie course à l'armement parce que ça engendre des risques systémiques très forts. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait peut-être réfléchir à ce qu'on entend par nos dépendances et celles sur lesquelles on peut. Et encore, là, vous êtes sur un enjeu de protection de l'État et on est dans les enjeux vitaux de l'État, d'une certaine manière. Donc, vous avez tout intérêt à avoir les modèles les plus performants à appliquer, mais il n'en demeure pas moins que tous les aspects que l'on met derrière l'indépendance ou en tout cas l'autonomie stratégique, sont des aspects qui peuvent être traités très différemment et qui emportent en plus des conséquences sur les acteurs qui sont totalement différentes. Et une acculturation, il me semble, à réaliser quand même rapidement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la phrase de Thiel quand il dit que l'IA, c'est le nucléaire de demain. Et quand il dit nucléaire, c'est pas le nucléaire qui va produire de l'énergie. Non, c'est l'arme nucléaire. C'est quand même inquiétant. Et c'est exactement ce qui se passe avec Mythos, malheureusement. Pour autant, oui, ça a modéré aussi. Je pense que là, on pourrait repartir. Oui, on part pour 2 heures. On va pas repartir parce que précisément, c'est l'heure de conclure. Alors, pour conclure, en 3 minutes, je voudrais vous poser une question que je vous demanderai réponse à laquelle je vous demanderai qu'elle soit courte. J'allais dire dans un an, mais parce que le député nous a dit que ça prendrait des années.
Voilà. On est passé du mythe à l'utopie, à vouloir être, à la finalité. Bon. Alors, je ne vais pas dire dans un an, mais on a ce caïda qui est prévu pour fin 2027, dans 18 mois. Qu'est-ce qui est réalisable en une phrase? C'est pas le droit, c'est pas la réglementation pour avancer. Ce seront les technologies. Et en fait, ce sont les technologies qui vont nous permettre d'avancer plus facilement parce qu'on aura des pratiques différentes et que du coup, on pourra accélérer les choses. Parce que si on fait confiance au trilogue sur Caïda, on est mal barré pendant 18 mois. Non, mais c'était pas 18 mois. Oui, non, mais voilà, mais c'est pas la réglementation qui nous fera les choses. Votre réponse, vous parlez bien des technologies européennes. Oui, d'accord. Vous n'êtes pas obligé, hein. Non, mais là, je suis totalement d'accord. C'est que je pense qu'il y a différents niveaux de réflexion et qu'on ne va pas avancer de la même manière sur tous les niveaux de réflexion. Le droit, malheureusement, va rendre nécessaire un consensus. Les négociations, ça va prendre du temps. L'avancée technologique, en espérant que les usages, et je trouve que c'est intéressant ce qui a été dit cet après-midi sur les universités, mais pas que d'ailleurs, où on se saisit de ces outils progressivement et en fait, c'est une conscientisation de l'utilisation d'outils qui permettent de protéger nos données sans empêcher de les faire circuler, puisque ça reste quand même un des enjeux de notre société. Voilà. Ben moi, j'aurais envie de dire que dans 18 mois, si on veut être résilient et prêt pour la prochaine vague qui va arriver, il faut s'intéresser au quantique. C'est hyper. Alors, Virginie Gint nous parle du quantique pour dans 18 mois. Il faut déjà s'y intéresser fortement, voilà, pour être prêt. Et aussi pour acculturer la société à ces grands enjeux. Et juste, j'ai envie de répondre à cette histoire de l'IA qu'on oppose au nucléaire. J'ai juste envie de dire que la médecine nucléaire, ça sauve des vies aujourd'hui. Et voilà. Et donc, on ne peut pas tout mélanger. Donc, l'IA, on peut faire des choses très bien avec. Je suis d'accord. Et comme il y a des choses pas bien du tout, et donc derrière un mot, souvent, on associe des choses et il faut faire attention aux raccourcis. Bon, merci beaucoup. Je vais faire un dernier mot de juriste avec quand même ce paquet de règlements qui va être discuté. Ça se joue en ce moment, ça va se jouer là, dans les 2 ans qui viennent, on va dire. En tout cas, à ce niveau-là, en s'imaginant qu'il y a une effectivité derrière. Mais en tout cas, c'est à suivre de près. Cette souveraineté, ça se décrète pas dans un mot, ou quel que soit le mot qu'on veut utiliser. Mais ça peut se gagner, le député le sait, le juriste aussi, ça peut se gagner dans un alinéa. Et donc, ça sera à suivre, je crois, de très près. Merci beaucoup pour votre participation, ici, là et ailleurs. Et à bientôt. Et je termine vraiment en prenant ma petite casquette de directeur du laboratoire de recherche du CEPIF, pour ne pas parler beaucoup de propriété intellectuelle. Mais je vous donne rendez-vous un jour prochain où on va continuer ces débats qui parleront de souveraineté, sans doute plus en relation, en tout cas pour nous de notre côté, en plus en relation avec les questions de propriété intellectuelle qui sont extrêmement importantes vis-à-vis de ce questionnement global sur la souveraineté numérique. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.